Bienvenue dans So et Joe, le podcast où tout le monde a son histoire. On vous propose un épisode un peu particulier. Un épisode qui va au-delà des performances, des résultats, des statistiques. Parce que le sport de haut niveau vu de l'extérieur, c'est souvent du rêve, de la réussite, de la fierté, mais de l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe. Notre invité du jour connaît parfaitement cette réalité. Il a vécu très jeune, très fort, très tôt. Il a été footballeur, il a intégré des structures exigeantes dès son adolescence. Il a porté un rêve immense et il a aussi payé le prix mentalement. Aujourd'hui, il est préparateur mental, il accompagne des sportifs, des athlètes, des personnes en quête de performance et surtout de sens. Il est expert des croyances, celles qui freinent, celles qui libèrent, et il a transformé son propre parcours en outil de transmission. Son histoire nous permet de parler d'un sujet essentiel, la réalité quotidienne des sportifs de haut niveau. Celle qu'on ne montre jamais, celle que les fans ne voient pas, celle dont on parle peu. On est très heureux d'accueillir aujourd'hui dans So et Joe, Rémi Lazri. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Salut Rémi. Alors, avant de rentrer à fond dans ton parcours, on aimerait commencer par une petite question surprise, comme on le fait toujours. Si aujourd'hui tu devais décrire ta vie, non pas avec un titre ou un résultat, mais avec une sensation physique, ce serait laquelle? Oh, quelle question. Je dirais que ce serait la, la souffrance, malheureusement, je crois. Oh, j'ai Oh. dit ça aussi hier. Oh, hier, quand on l'a préparé, Solène a dit exactement la même chose. C'est vrai, mais alors c'est pas négatif si je peux m'élargir un peu là-dessus. C'est que c'est cette souffrance qui m'a permis du coup maintenant de savoir me battre, de pouvoir me mettre en colère parfois, et c'est ça qui me fait avancer. C'est un peu devenu un moteur en fait. Ouais. Moi, ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est encore tout frais. Tu sais, ça va faire peut-être 2 ans que j'ai arrêté ma carrière, que j'ai vraiment mis pause. Mais c'est vrai que t'as raison, parce qu'avec ma colère que j'ai, grâce à ça, j'arrive à avancer aujourd'hui dans la vie et à aller au-delà de ce qui s'est passé. Même si des fois, il faut que je me remette un peu en question et que je prenne... et qu'il y a Geoffrey qui est derrière moi et qui me dise « Ok, Solène, calme-toi, repense à ça avant de faire quoi que ce soit. » Mais ouais, je suis assez d'accord. Ok Rémi, on va revenir au début. Tu as grandi en Auvergne, dans un petit village, dans une famille simple et aimante. À quel moment le football devient plus qu'un jeu pour toi? Alors, le moment où le football devient plus qu'un jeu, c'est assez tard, finalement, parce que, ouais, en fait, c'était un loisir pendant longtemps, et c'est devenu plus qu'un jeu quand j'ai eu mon premier salaire, mais très tôt. En fait, dans le foot, ça arrive vite. C'est un sport où, malheureusement et heureusement, parfois, il y a de l'argent. Et à 14 ans et demi, 15 ans, à 15 ans, j'ai eu mon premier salaire. Et ben là, on se rend compte que c'est un métier. Et donc, du coup, on se dit, est-ce que je mérite vraiment ça? Et quand on se pose la question, et ben après, je me suis peut-être, je pense que j'ai plus pratiqué le foot pour les mêmes raisons qu'avant, et c'est là que ça a tout changé. Ouais. Là, c'est devenu vraiment différent. Juste pour resituer un peu, t'as commencé le football vers quel âge? J'ai commencé le football très tôt, bien avant qu'on puisse avoir une licence, parce que mon papa faisait déjà du foot, et il était en plus entraîneur pour les petits, et donc moi, dès allez, 3-4 ans, je commençais déjà à taper dans le ballon, et puis finalement à être au niveau de ceux qui avaient 5-6, et naturellement, assez naturellement, et donc j'adorais ça, quoi. J'avais toujours un ballon entre les mains et entre les pieds, et ça a fait partie de ma vie vraiment très très tôt. J'allais avec mon papa, dès qu'il y avait entraînement et match, j'étais là et je faisais que ça, quoi. Je pensais qu'à ça, j'aimais quasiment que ça, et donc voilà, ça a fait vraiment partie de ma vie très très tôt. Juste pour parce que moi je connais pas du tout le football, comment t'arrives à monter dans les échelons? Nous, c'est avec les compétitions, puis tu sais, les sélections pour les nationaux Ouais. et tout ça. Toi, comment ça se passe exactement le football? Ouais, c'est un petit peu pareil. En fait, dès l'âge de, je crois que c'est aux alentours de 10 ans, 10-11 ans, ouais, ouais, ça doit être pas les 11-12 ans au pire. Il y a des sélections en fait qui se font par
départements en France. Donc, on est département, région et ensuite la France. Et en fait, par département, il y a des sélections qui se font où ils vont garder les 24 meilleurs de chaque département. Et ensuite, ceux-là vont faire une sélection régionale, donc où il y a plusieurs départements. Et là, pareil, ils vont en garder encore 24 à peu près. Et ensuite, les meilleurs peuvent accéder au Pré-France. Donc là, c'est une sélection encore plus grande pour être en équipe de France. Là, c'est à partir de 15 ans que ça se fait. Et bref, et c'est comme ça qu'en fait que se font les sélections pour monter d'échelon en échelon. Et puis très vite aussi, dès l'âge de une dizaine d'années, c'est là que ça commence un petit peu, où il y a les recruteurs en fait. C'est comme ça que ça marche beaucoup au foot. C'est qu'il y a des clubs professionnels qui sont la Ligue 1 et la Ligue 2, et chaque club a des recruteurs. Plusieurs recruteurs dans plusieurs régions et plusieurs pays dans le monde entier. Vraiment dans le monde entier. Et même les plus grands clubs du monde, comme, je sais pas, des clubs... les plus grands clubs qui sont connus, souvent, c'est en Europe, par exemple. Et ben, ils vont avoir des recruteurs qui viennent même dans les petits villages ou les petites régions. Et il y en a un peu partout et repèrent les joueurs qui ont du talent. Et voilà, c'est ça, c'est qu'on peut être jugé très tôt sans le savoir parce qu'ils viennent en cachette et puis ils repèrent un peu les jeunes et après ils prennent contact soit avec les parents ou avec les clubs. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il y a peut-être du niveau, il y a peut-être un potentiel et qu'on on va chercher à... Donc ils vont chercher à recruter l'enfant dans leur club, quoi. Ok, ok. Quand tu repenses à l'enfant que tu étais, qu'est-ce que ce rêve représentait vraiment pour toi? La réussite, la fierté, l'évasion, la reconnaissance? Qu'est-ce que ça représentait? Alors au début, c'était vraiment le plaisir, l'accomplissement, vraiment le plaisir. C'était vraiment ça au départ. Et ensuite, j'ai compris que c'est devenu la reconnaissance. Parce qu'en fait, je pense qu'au début, mais c'est sûrement pareil pour vous, mais je pense qu'au début, on a un rêve d'enfant, on pense pas à l'argent, par exemple. Non. Je me disais pas, je vais être footballeur pour être riche. Ou alors, je me disais pas, je vais être footballeur pour gagner ma vie et pouvoir donner à manger à mes enfants, par exemple. Non, pas du tout. Je voulais être footballeur pour marquer des buts devant du monde, pour rentrer dans un stade de 80 000 personnes plein, pour faire des coupes du monde, pour vivre des expériences exceptionnelles. C'est pour ça que je voulais faire du foot et être professionnel. Et au bout d'un moment, ça évolue en fait. Nous, on évolue sur le chemin et nos ambitions aussi et nos motivations vont aussi changer. Et ensuite, je jouais pour la reconnaissance. Je me suis dit, j'ai fait tellement d'efforts pour ça. Alors, le problème, c'est que je voyais ça comme un sacrifice, même. Et à partir du moment où on pense que c'est un sacrifice, déjà, c'est assez négatif. Ouais. Et parce qu'à la base, c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait ce choix de partir de chez mes parents pour faire du foot, assez tôt. Et à partir du moment où j'ai ressenti que c'était plutôt un sacrifice qu'un choix, là, ça avait basculé et je faisais plus le foot pour les mêmes raisons. Et j'avais plus du tout la même énergie pour le faire. Et ça a changé pas mal de choses encore à ce moment-là. Donc au début, je jouais pour vivre un rêve, pour l'accomplissement, pour le plaisir. Et ensuite, c'est devenu pour de la reconnaissance. Et puis même encore après, pour pouvoir vivre, parce que je savais faire que ça. Et donc si j'avais plus le foot, j'avais plus rien. Et c'est ça aussi l'évolution d'un athlète. On finit pas le sport, on continue pas le sport pour les mêmes raisons qu'on l'a commencé en fait. Ouais. Mais est-ce que déjà à ce moment-là, tu ressentais une forme de pression ou est-ce encore vraiment pur, vraiment de la passion? Comment tu le vivais? Alors ouais, en fait, jusqu'à ce que je signe dans un club, je ressentais vraiment zéro pression, quoi. J'arrivais au foot, mais en fait, j'étais vraiment assez innocent. Je savais même pas que j'étais fort. Tout le monde me disait: «Ouais, mais toi, tu vas devenir pro si tu continues» et cetera. Donc là, pour restituer, c'était à l'âge de 10, 12, 13 ans. Et j'étais vraiment, comme on appelait ça, un phénomène, quoi. Je prenais le ballon, j'allais dribbler tout le monde, j'allais marquer. C'est moi qui faisais gagner mon équipe, voilà, j'étais vraiment hors norme, quoi. C'était des enfants comme ça, c'était assez rare. Moi, je le savais pas, mais mon père s'en doutait. Les gens qui s'occupent un peu du football, les entraîneurs et tout, ouais, savaient bien qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis ensuite, quand il y a eu de l'enjeu vraiment, quand on m'a dit: «Ouais, mais si tu arrives pas à faire ça, tu pourras pas avoir ça» ou «Si tu fais pas ci, tu auras pas ça».
Et là, j'ai ressenti de la pression. Et c'est à partir de là où j'ai pu réussir à m'exprimer comme je le voulais, quoi. Oui, c'est ça. À 13 ans, tu vas quitter ta famille, tu vas Ouais, intégrer un centre de préformation et c'est ça. tu nous as clairement dit que tu l'avais très mal vécu. Donc, à cet âge-là, qu'est-ce qui t'a le plus fait violence? C'est la séparation, les exigences, le regard des autres ou le silence peut-être de ce que tu ressentais? Comment tu décrirais ça? Ouais, c'est clairement la séparation avec ma famille. Comme on l'a dit, j'habite dans un petit village de campagne. On est très famille. J'ai 3 petites sœurs. À l'époque où je pars, j'ai 9 ans d'écart avec ma plus petite sœur, donc elle a seulement 4 ans. Donc je quitte un foyer où tout va bien, quoi. On regarde des Disney à la télé, y a pas grand-chose qui se passe de tragique, quoi. On a une vraie petite vie paisible, on va dire. Et les amis qui habitent pas très loin de chez moi, mes grands-parents qui habitent pas très loin de chez moi non plus. Donc voilà, je peux me promener à vélo. Les routes, il y a pas beaucoup de voitures qui passent. On est assez libre, tout va bien, quoi. Et, je sais même pas si ça existe encore des endroits comme ça de nos jours, mais quand j'y repense. Et partir de là et arriver dans un endroit où on exige des choses de toi, où tu plus de liberté, parce qu'en fait, c'est tous les lundis, on va devoir faire ça, 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 ça à telle heure. Tout est organisé. J'ai plus de temps pour moi. Vraiment zéro. Le planning, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment choqué un peu, quoi. J'avais plus de temps pour moi ou pour faire quoi que ce soit de différent que l'école ou le foot. Et, euh, et puis après, ne pas, le soir, aller se coucher et pas avoir un bisou de maman, ça pour un enfant de 13 ans, comme moi, je dormais encore avec un doudou à l'époque, hein. Alors je sais pas si ça se fait toujours, mais à Je 13 dors ans, je dors toujours avec mon doudou. voilà, et je l'ai encore, moi, à la maison. Il est dans mon armoire, mais je l'ai encore, quoi. Peut-être que j'en ai vraiment encore un peu besoin. Mais voilà, c'est tous ces moments-là. Mes sœurs, quoi, même les disputes avec mes sœurs me manquaient finalement. Ah ouais. J'étais enfermé, j'avais une chambre tout seul, et je passais d'une famille de 5 personnes à moi tout seul dans ma chambre le soir. Quelle tristesse! J'avais que ma radio, quoi. J'écoutais la radio, je m'endormais avec la radio, je la laissais toute la nuit pour avoir un peu de. Et puis après, c'est toute la violence d'un centre de préformation. On n'est que entre garçons. Alors ça, c'est vraiment le pire. On est que entre garçons. On est 24 en début de la puberté. Il y a il y a ta chambre, et ta chambre, tu dois la protéger. Il y a tes affaires dedans, donc il y a des vols. Voilà, moi, on m'avait jamais rien volé. Là, il y a des plus grands qui rentrent aussi, parce que en fait, c'est sur 2 ans le centre de préformation. Et en fait, quand j'arrive, moi, ma première année, il y a déjà des deuxièmes années, ceux qui ont déjà fait une première année. Et là, il y a les chasses à l'homme. En fait, alors je l'explique dans un livre qui s'appelle Foot Boys. C'est un ami à moi qui l'a écrit, qui a écrit maintenant, et qui a fait euh, du foot aussi, et lui qui a abandonné en cours de route, qui a décidé d'arrêter, quoi. Et je détaille un peu tout ça là-dedans, mais en gros, on arrive dans le centre de préformation, c'est le jour et la nuit avec ce que je vivais. Et là, donc, il y a la violence. Les chasses à l'homme, en gros, pour expliquer le principe, c'est le soir. Les premières années, les plus jeunes de 13 ans, ils doivent se disperser dans le grand complexe immense qui est le Krebs de Vichy où on était, le centre. Il y a plusieurs terrains de foot, il y a une partie d'un terrain de golf aussi, il y a un 9 trous et tout. Bref, c'est vraiment immense, hein. Et on est livré à nous-mêmes. Il n'y a qu'un pion pour surveiller tout ça, donc il ne peut pas nous surveiller, c'est pas possible. Qu'un surveillant. Et les deuxièmes années doivent nous attraper, et quand ils nous attrapent, ils nous frappent. Voilà. Celui qui se fait attraper, il se fait frapper. Et c'est un peu une sorte de bizutage. Et voilà, moi je vis ça. J'arrive, en gros, ouais, de ma campagne, et on me tabasse, quoi. Parce que je cours pas assez vite, parce qu'on me rattrape, ou parce que je suis mal caché, on me trouve. Voilà, c'est un peu ça les raisons. Et tous les soirs, pendant 1 mois, 2 mois, tous les soirs. Donc on sait que. Et toute la journée, cette pression psychologique aussi, où il y a les deuxièmes années qui passent à côté de nous et disent allez, attention ce soir, hein. Attention, qui nous mettent la pression en fait. Donc en fait, dès le matin où on se lève, on se dit vivement pas ce soir. Et parce que quand on rentre, il est au mois d'août un petit peu, et il n'y a pas encore l'école. Donc il y a beaucoup de temps libre là pour le coup. Et ce temps libre, il est fait de ça, de violence, de vol, voilà. Il y a très peu de moments qui sont intéressants. Et ça, c'est très choquant. Je suis Et nous, on choquée. croit que. Ouais, non, mais c'est très choquant, hein. C'est pour ça que je veux vraiment en parler. Et parce que c'est pas normal.
parce qu'il faut remédier à ça absolument. Ça se passe toujours à certains endroits, dans le football et dans d'autres sports aussi. Je le vois maintenant, la réalité du terrain. Et, en fait, ouais, bah, tout ça, c'est très difficile. C'est dangereux, ça peut aller très très loin. Et voilà, et nous, on croit que c'est le chemin pour devenir pro, en fait. Donc on m'a dit, moi, pour devenir pro, il faut que tu ailles dans un centre de préformation, ensuite dans un centre de formation, et ensuite, voilà, si t'es bon, bah, tu vas continuer. Donc je me dis, mais ah ouais, pour être pro, il faut passer par là. Bon, bah d'accord, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est mon rêve. Donc ben, je vais pas abandonner, je vais rester, je vais subir ça. Et voilà, quoi. Donc, Ouais, c'est ok. fait justement de croyances comme si c'était normal. On normalise en fait la violence. Ouais, on normalise. Mais, 13 ans quand même. mais ouais, là, moi, ma question qui me vient, c'est et est-ce que quelqu'un, à un moment donné, va te demander comment ça va? Enfin, va se prendre mentalement, te prendre à part, ou parce que ce genre de violence-là, ça a forcément des conséquences. Donc, Bah ouais, forcément, en fait, ben non, on n'en parle à personne. Parce qu'on veut pas inquiéter nos parents. Déjà, c'est la première chose. Les coachs, où il y a que, en fait, pour s'occuper de nous, il y a que deux coachs et un surveillant. Le surveillant, il est là que le soir pour l'heure d'études, avant qu'on aille se coucher. Donc, quand il n'y a pas la période d'école, il n'y a pas l'étude. Donc, je crois qu'il arrive que vers 21h ou. Bah bon, il y a déjà du mal de fait. Et donc, il n'y a pas grand monde comme référent. Il n'y a personne. Il n'y a pas vraiment de référent. Le coach, il n'est pas là pour s'occuper de nous la journée. Il est là pour l'entraînement, c'est tout. Les coachs. Donc, en dehors de l'entraînement, on est livré à nous-mêmes. Donc, déjà, l'encadrement laisse à désirer. Et donc, on n'a personne pour en parler. On peut en parler entre nous. Mais entre nous, on se plaint pas parce que, aussi, au-delà de ça, c'est la jungle un peu. Donc, faut exister parmi les autres. Ça veut dire que celui qui se plaint et qui se plaint, quoi, il est vu comme faible. Si tu es vu comme faible, tu vas être une proie. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut être, qui manque de confiance en lui, il va s'attaquer à ceux qui sont plus faibles que lui. Et donc, comme tout le monde veut être au-dessus, et ben, dès qu'il y en a un qui se plaint, qui a peur ou quoi que ce soit, qui le montre en tout cas, parce qu'on a tous peur. Mais celui qui le montre, il va être vu comme une proie facile, et dès qu'on a besoin de se défouler pour se rassurer et pour se dire qu'on est quand même quelqu'un, malgré qu'on se fasse taper par les plus grands, et ben on va aller s'acharner sur lui, quoi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je l'ai subi, mais je l'ai fait aussi. Parce qu'on est dans un cursus, dans un monde où Bah, j'ai c'est pas le surtout choix, en fait. qu'à Je 14 fais plus ans, partie du. à 14 ans, t'as pas vraiment, tu sais, le recul de te dire ah bah non, c'est mal ce que je fais, donc je vais pas le faire. C'est Ouais, aussi ouais. ça, t'es entraîné par les autres, puis s'il y a aucun référent, s'il y a personne qui est là pour vous guider, en fait, t'es encore dans ton éducation à 13 14 ans. Tu te construis. Donc, Et puis je veux sauver ma peau surtout. oui, Je aussi. veux pas me laisser faire, et je veux pas dire bah allez on arrête, non c'est pas normal de faire ça, stop. Non non, celui qui dit ça, il va se faire lyncher par tout le monde. Donc non, ouais, il y a un système qui est mis en place. Donc t'es en instinct de survie tout le temps, et puis voilà quoi. C'est un peu la jungle. C'est un peu, ouais, la prison, en fait. Ah, mais je suis, je suis choquée. Je pensais que le patinage, tu sais, on était vraiment comme un sport horrible, tu sais, au niveau de ça. Mais en fait, tous les sports, c'est pareil, en fait. Il y a pas de. Ouais, en fait, c'est pas la même violence. Dans le patinage, je pense, je sais qu'il y a une autre violence. En fait, c'est une violence qui est peut-être plus psychologique aussi en plus. Il y a une autre violence, il y a un autre système qui est en place qui convient pas forcément tout le temps à la performance. Ça dépend des profils des gens. Et souvent, en fait, ce que je reproche au sport, c'est qu'il y a qu'un chemin à suivre. Et donc, s'il n'est pas adapté à ton profil, et ben, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes styles de personnes qui réussissent finalement. On le voit très bien dans le football, hein. C'est toujours les mêmes profils qui réussissent parce que il y a un chemin qui est adapté à ce profil. Puis c'est sûr qu'en parlant avec toi, puis en parlant avec d'autres sportifs qu'on a eu cette saison-là, la première saison de notre podcast, en fait, c'est ça. Tout ce qui est violence physique ou comment on appelle ça, Psychologique. psychologique, c'est normal dans le sport. En fait, c'est devenu quelque chose de. En fait, c'est normal. on le C'est ça. normalise en fait. C'est ça où est le problème, je pense que c'est de normaliser des actions qui, dans la vraie vie, comme on dit, Ouais. ne devraient jamais et ne seraient pas acceptées. Mais après, finalement, on répète aussi le profil qu'il y a à l'école.
Parce que combien d'enfants qui sont harcelés à l'école ou qui se font battre dans la cour de la récréation. Donc finalement, ce profil-là, il est plus de société que de sport, je pense. Oui, mais Je pense que la société est violente, hein, oui. effectivement. Mais je pense que tu vois, à l'école, il y a moins de personnes. Que là, quand tu écoutes les sportifs, on a l'impression que c'est tous les sportifs qui sont de haut niveau sont passés Ah par oui, là. À l'école, tu vois, oui, c'est à l'école, deux, c'est trois une poignée qui sont personnes. harcelés, C'est ça. alors que dans le sport, c'est tous les sportifs qui sont d'accord avec ça, C'est fou. Puis qui le pour te vivent. protéger, bah en fait, tu refais la même chose. Ou alors c'est vu que c'est tellement normalisé que t'as l'impression que c'est normal et bah tu fais subir ce que t'as subi à d'autres personnes. C'est fou, hein. Oh là là, Le mimétisme joue beaucoup, hein. c'est Il y a des horrible. expériences qui ont été faites là-dessus où, par exemple, ils mettaient un adulte qui se comportait de manière différente avec des poupées. Donc il y avait un adulte qui tapait une poupée et il y avait un panel d'enfants qui les regardait et un autre panel qui regardait un adulte qui se comportait correctement avec une poupée. Et en fait, quand ils ont mis la poupée entre les mains des enfants, et ben, ils reproduisaient ce qu'ils avaient vu. Regarde. Donc ceux qui avaient vu de la violence, ils étaient violents avec la poupée. Ceux qui avaient vu de la bienveillance, étaient bienveillants avec la poupée. Donc le mimétisme, il est vraiment très puissant. Et souvent, on reproduit beaucoup plus ce qu'on voit que ce que l'on entend ou ce que l'on a vécu, Ouais. en fait. Ce que l'on a ressenti. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce qu'on peut vraiment demander à un enfant de 13 ans de porter un projet aussi lourd? Non, mais évidemment que non. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ce qui se fait actuellement. Parce que un centre de préformation, s'il est bien fait, il peut être très efficace. Et je sais qu'il y a des choses qui bougent, notamment depuis le livre de mon ami dont je vous parlais, de Mathieu Tulissi-Gabard, pour le citer. Donc c'est un livre qui est chez Gallimard, en plus, voilà, qu'on peut trouver un peu partout dans les librairies, qui est très intéressant. Ce livre, il a fait bouger beaucoup de choses en France, en tout cas dans le football. Il commence à faire bouger des choses, et parce que depuis qu'on en parle, en fait. Et je pense que non, moi je suis contre déjà. En fait, comme je dis, il faut plusieurs chemins. Un enfant qui est bien dans son cocon familial, il ne faut pas le retirer. Ça, c'est la violence. Si on retire quelqu'un de son cocon, c'est violent. Quelqu'un qui est mal chez lui, qui n'est pas dans une situation confortable, mettons-le dans une situation encore plus confortable, et là, ce sera très bien. Donc, il faut plusieurs chemins. Il faut adapter, il faut en fait remettre les projets, l'humain au centre des projets, en fait. Et on peut pas exiger à un enfant, mais je le vois, j'accompagne beaucoup en gymnastique rythmique aussi, au-delà du foot et du patinage. Et en gymnastique rythmique, alors en France en tout cas, mais c'est développé un peu partout aussi, c'est le même système un peu. On part très très tôt. J'ai des jeunes qui sont en pôle, qui ont 10 ans, hein, qui sont plus chez leurs parents depuis 10 ans. Et bah, moi je trouve pas ça normal, évidemment. Et des fois, même éthiquement, je me dis, il faut vraiment que je les accompagne? Est-ce que j'ai le droit de les accompagner? Et je me dis, ouais, il vaut mieux que je les accompagne, qu'elles se sentent bien au moins où elles sont et qu'elles vivent pas ce que j'ai vécu, plutôt que de refuser de les accompagner et un peu de les laisser dans leur galère. Donc, je me dis, autant leur apporter le mieux de choses, le plus de choses possibles, agréables. Et non, ouais, je pense, pour répondre à ta question clairement, je pense qu'on peut pas mettre sur les épaules. Le sport à la base, quand on en fait, bah, je pense que vous, c'est pareil. C'est parce on a des sensations qui sont géniales. On prend du plaisir, on tombe amoureux de notre sport. Et après, bah, comme je le dis tout le temps, j'ai souffert de ma passion. Et ça, je pense que c'est horrible de souffrir de sa passion. Donc la question, c'est comment faire pour que le sport reste quelque chose d'agréable, Ouais, en progressant, évidemment. Comment ouais. progresser en prenant du plaisir. Je sais pas toi à quel âge t'es parti de ta famille, Geoffrey, mais moi c'était comme 12 ans, 13 ans comme un peu toi, Rémi. Ouais. Et je sais qu'au début, j'ai vraiment aimé ça, tu sais, partir, bah pas partir de ma famille là, mais partir autre part pour vraiment réaliser mon projet et mon rêve, parce que j'aimais ça le patinage, j'adorais ça, tu sais, m'entraîner vraiment dur, puis aller à l'école après, puis euh, ça a été en fait, le moment où c'est devenu compliqué, c'est au moment de mes 18 ans. À 18 ans, je suis partie en Russie pour aller m'entraîner dans un autre club. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à avoir des pensées noires et tu sais, à vraiment me dire, mais en fait, je veux être auprès de ma maman. Je veux qu'elle me fasse un câlin, qu'elle m'endorme le soir. Et en fait, quand j'avais
12 ans jusqu'à 18 ans, j'avais pas cette perception-là. Mais aujourd'hui, je le vois, tu vois, quand, par exemple, je suis allée chez mes parents à Noël, là, au mois de décembre, voir mes parents. Puis, tu sais, j'ai toujours, quand je dois repartir, je suis toujours comme, j'aimerais rester avec mes parents. Même si j'ai aujourd'hui 22 ans, bientôt 23, j'aimerais rester avec mes parents, que ma mère soit là pour moi et tout ça. Et je pense que le mal, quand t'as cet âge-là, tu le vois pas, mais c'est vraiment après que t'as des répercussions. Ouais, tant que t'es dans le tunnel, tant que t'es dans le truc, tu prends. T'as pas. Puis, est-ce qu'on a la maturité pour prendre le recul nécessaire? Si on nous dit que c'est par là qu'il faut passer, moi je l'ai mal vécu, mais je me rendais pas compte qu'il fallait que je ne le fasse pas, quoi. En fait, je me suis dit, bah, go, quoi. Mm. Il faut que je surmonte tout ça. C'est après que je me suis dit que ça m'a fait du mal de partir chez mes parents et tout, mais au début, je me disais pas que c'était ça le problème. C'est peut-être pour ça que je dors encore avec un doudou aujourd'hui. Ouais, peut-être, ouais. Ok, on va continuer un petit peu le déroulé de ta carrière. Tu vas signer ton premier contrat de salarié à Montpellier. Donc c'est Ouais, très jeune et c'est une belle réussite, ça, dans une carrière ouais, sportive, je clairement. pense. Là, je rentre dans le monde, dans un club professionnel, donc là, ouais, je touche du doigt un peu mon rêve petit à petit. Mais intérieurement, tu nous dis, mentalement, j'avais déjà décroché. Qu'est-ce qui s'est cassé exactement en toi à ce moment-là? Bah ouais, carrément, ouais, parce que du coup, donc j'avais vécu mes 2 ans de centre de préformation. Et donc, un monde où. T'avais gagné le koh du football. Ouais, voilà, un peu, ouais. Donc, voilà, j'ai été recruté par le club. Je signe. J'avais signé déjà 2 ans auparavant. En fait, dès que je suis rentré en centre de préformation, j'avais, allez, 15-20 clubs qui me voulaient. Et donc, moi, je le savais pas. C'est mon père qui a pris la décision pour moi. Montpellier, c'est dans le sud de la France. Il y a la mer, il fait beau. C'est beaucoup plus agréable que si t'es dans le nord, à Lens ou quoi que ce soit. Donc, ok, il n'y a pas de souci, allez, j'y vais. Et donc, j'ai signé mes 2 ans de centre de préformation, je les ai faits, mais je savais déjà que après j'allais aller être 3 ans à Montpellier, en fait. J'arrive à Montpellier et ouais, dans la tête, déjà, j'étais fracassé, quoi. Je venais de subir 2 ans éprouvants, 2 années éprouvantes. Bon, voilà, un peu dans cette jungle-là, trop jeune, beaucoup trop jeune. Et j'arrive à Montpellier où c'est mieux quand même. C'est plus agréable. Beaucoup plus agréable, mieux structuré quand même. Les chambres sont plus agréables. Il fait beau, il y a des palmiers. C'est quand même agréable. Et, mais toujours aussi dur parce qu'il y a toujours. On est qu'entre garçons dans un centre. Voilà, on voit personne d'autre. On n'a pas de vie sociale en fait. La vie sociale, c'est 3 heures le samedi après-midi où on peut aller un peu en ville quand il n'y a pas match ce jour-là, mais c'est tout. Sinon, on voit personne, très peu de monde. Et donc, on a envie de profiter quand même de son adolescence, de sa jeunesse. Donc là, j'arrive à Montpellier, j'ai 15 ans, 15 ans et demi, voilà, par là. Et donc, je reste 3 ans là-bas. Et là, donc, ouais, je suis remotivé un petit peu la deuxième année parce que j'ai bien progressé. Et on me fait des compliments. Et on m'en avait pas fait beaucoup. On en fait très rarement des compliments et dire que ouais, on a bien fait de te recruter. T'as fait une belle évolution, machin. Donc on me l'a dit une fois, ça, en 3 ans, en 5 ans même, peut-être. Et donc là, ça m'avait. Moi, j'avais besoin de ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un environnement sain où on me parle, où on m'explique des choses, où on me complimente, voilà, où j'ai de la reconnaissance. C'est là où j'ai compris que maintenant, c'est ce qui me fait avancer. Je sais que dans le fond, je cherche la reconnaissance un petit peu. Je veux pas me mentir, donc je sais que je serai accompli, je me sentirai accompli quand j'aurai la reconnaissance qu'il faut dans mon métier ou dans ma vie ou quoi. Et parce que ça m'a manqué, parce qu'on fait beaucoup d'efforts pour rien au bout, quoi. Moi, j'ai pas eu grand-chose au bout, quoi. Alors, en réalité, j'ai eu énormément de choses, parce que c'est ce qui m'a construit, et c'est pour ça que maintenant, j'ai réussi ma vie, mais sur le coup, on se rend pas compte de ça. Mais m- moi, j'ai une question qui est pour toi, mais un peu pour tous les sportifs, parce que malgré le fait que tu sois mal, tu as continué à jouer pendant des années par automatisme. Mais pourquoi tu penses que c'est si difficile pour un sportif de s'autoriser à arrêter? Par exemple, si on se sent pas bien, si on est malheureux. Alors, je pense pour plusieurs choses, après, vous me donnerez votre avis, ça m'intéresse, mais je pense que déjà, on sait faire que ça. Moi, je sais faire.
C'est la seule chose que, ouais, ben, je pense que je sais faire que ça. Je crois que je sais faire que ça. Là, il a touché qui est un important. point. Là, il touche le point. Et c'est pour ça que j'apporte beaucoup d'importance aux croyances dans mon métier, c'est parce que si je crois que je sais faire que ça, eh ben je crois que je sais pas faire autre chose, donc je vais pas aller dans ce que je ne connais pas. Donc déjà, il y a ça. Je me sens utile et efficace que dans un truc, et ce truc-là, je me sens même plus trop efficace en plus, donc c'est pour ça qu'on vient de ma lettre. Et puis après, c'est un aveu de faiblesse. T'es pas allé au bout de ton rêve et t'abandonnes. On t'a toujours dit qu'il fallait aller au bout, qu'il fallait pas abandonner. T'es un loser du coup. Je suis un loser si j'arrête. C'est comme si je vais à l'entraînement et si je dis à mon coach que je suis fatigué. On sait que le repos c'est indispensable. On sait que c'est important pour ne pas se blesser, etc. Bah, je vous le demande à vous. Si vous dites à votre entraîneur, ouais, je suis fatigué aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour qu'il te dise, bah, va te reposer? Alors peut-être que vous, oui, si vous avez, mais j'en connais beaucoup. C'est pas reconnu. C'est comme étant une excuse valable pour se reposer, être fatigué. La blessure, oui. Je suis blessé, je peux pas m'entraîner. Ah d'accord, t'es blessé. La fatigue, c'est pas une bonne raison. Et ben c'est pareil un peu pour arrêter sa carrière. Quelles sont les bonnes raisons pour pouvoir arrêter? Je me pose encore la question. Est-ce que c'est parce qu'on est allé au bout de ce qu'on voulait? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs et on peut arrêter? Est-ce qu'on est trop vieux et on peut arrêter? Ou est-ce qu'on peut tout simplement décider que ça ne nous convient plus et on a envie d'une autre vie? Est-ce que ça passe? Je sais pas comment ça peut être perçu des autres et de soi-même. M- Moi, à mon avis, par rapport à mon expérience, je pense que un athlète arrête quand mentalement euh, il est plus capable de continuer. Parce que par exemple, moi, j'ai arrêté parce que bah, forcément, il y a eu mon accident. Ça a été très très dur de revenir sur la glace, de faire cette rééducation et tout ça. Mais je l'ai fait. J'avais l'objectif d'aller au championnat du monde 5 mois après, puis je l'ai fait et j'étais extrêmement contente. Mais malgré ça, tu sais, ça allait vraiment pas au niveau des entraînements. On avait, avec mon partenaire, ça allait pas non plus. J'allais à l'entraînement avec une boule au ventre. Puis là, je me suis fait agresser sexuellement. Et, et là, tu vois, c'était la goutte de trop pour moi. Et je voyais, j'ai fait une tentative de suicide, tu sais. Et c'était comme... En fait, j'ai arrêté le patin parce que je n'étais plus capable. J'étais à bout de ma vie. La seule chose à ce que je pensais, c'était de mettre fin à mes jours, vraiment. Donc je pense qu'on arrête son sport, pas parce qu'on n'aime plus le faire ou pas parce qu'on est trop fatigué de le faire, parce qu'en fait, je pense qu'au niveau là-haut, mentalement, on n'est plus capable d'avoir cette constante souffrance, que ça soit, tu sais, de la violence physique ou de la violence psychologique. Je pense qu'on n'est plus capable. Et à un moment, moi, j'ai dit stop. J'en ai marre de survivre. Stop. Je veux vivre. Je veux plus survivre. Je ne veux plus. euh, En fait, je ne veux plus avoir des choses négatives qui m'arrivent à chaque fois. J'étais plus capable de me battre contre ces choses-là. Donc, pour ma part, c'est comme ça que c'est arrivé. Geoffrey, je sais pas. Geoffrey est encore en questionnement. Non, mais je pense que c'est difficile de s'autoriser à arrêter parce que je pense que, comme tu disais, Rémi, c'est énormément de choses. C'est même, même si je peux dire que mes parents m'ont jamais mis la pression dans mon sport, mais quand tu es celui qui réussit sportivement, on a comme des attentes de toi. Mhm. Et naturellement, ça te rend fier, ça te pousse, mais en même temps, ça te met la pression. Et je pense que de se dire, ben, ouais, mais je suis peut-être pas heureux dans cette place-là ou à faire ça, alors que comme tu dis, c'est la seule chose que je sais faire et que je réussis. C'est peut-être là où c'est plus dur mentalement de se dire, ben, est-ce que faut que je m'arrête ou pas? Donc, ouais, je peux comprendre que c'est difficile pour les sportifs de s'autoriser à arrêter. Ça, Ouais, je pense que c'est quand on prend conscience que le sport va plus répondre, va plus nourrir nos besoins. Quand on se dit que, alors je fais du sport, mais pour quelle raison? Est-ce que ça nourrit vraiment mes besoins? Si au bout d'un moment on se dit, bah non, en fait, le sport ne m'apporte plus rien, au contraire, il m'apporte que des problèmes, des ennuis, du mal-être, etc. Là, il n'y a plus grand intérêt à continuer. Alors bien sûr, ça se travaille.
je sais que j'ai déjà eu des athlètes qui voulaient arrêter parce qu'ils doutaient, parce qu'ils se sentaient mal dans leur sport, parce que... Alors parfois on peut se dire, alors là je parlais d'un autre livre, mais parce que j'ai sorti un livre en décembre ou un petit roman, plus pour les ados d'ailleurs, mais voilà, qui peut être lu par tout le monde, qui est assez facile à lire, où dedans je parle de continuer le sport autrement. En fait, on peut continuer, mais différemment. Alors après, différemment, ça peut être, on est pro et on décide de continuer quand même en amateur parce que on adore cette sensation de glisse quand on fait du patin. Ça peut être aussi différemment dans un autre pays, dans un autre club, dans un autre... ou pour différents objectifs en fait. Donc je pense que on peut arrêter une carrière pour en commencer une autre, ou on peut arrêter une manière de faire pour agir différemment. Voilà, donc je pense que c'est difficile d'arrêter, mais c'est aussi très difficile de continuer différemment. Parce que souvent, on est assez binaire, hein, on le sait. C'est oui ou non, blanc ou noir. Mais il y a tellement de nuances de gris qu'on peut trouver d'autres moyens de faire. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire après, quand le monde pro m'a pas ouvert les portes, où j'ai pas réussi à les défoncer, quoi. Du coup, j'ai continué dans un monde un peu plus amateur. Alors, j'étais quand même dans un monde assez pro où j'étais salarié. Et après, j'ai voulu continuer encore un peu après, quand j'ai été dégoûté de ce monde-là, en amateur. Mais ça me convenait pas non plus. Et du coup, là, j'ai réussi à arrêter. Mais ouais, c'est difficile de cette pression, tu sais, quand on a les parents qui nous accompagnent. Je voyais mes parents, moi, qui passaient beaucoup de temps à m'accompagner sur le bord des terrains, à m'emmener par-ci, à m'emmener par-là. Tu te dis, putain, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, je peux pas arrêter comme ça. C'est limite irrespectueux pour toute l'énergie qu'ils m'ont apportée. Alors qu'on sait que les parents, ils pensent pas forcément de cette manière. Mais nous, si on croit que c'est ça, c'est ça qui peut nous faire continuer. Mais je crois que, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est contradictoire, on est contradictoire les êtres humains, parce que être sportif de haut niveau, je pense que c'est plus de 70% nourrir un ego. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, que tu vas sur du niveau international, des podiums européens, mondiaux, je pense qu'en fait tu continues à un moment donné pour gagner et pour nourrir ton ego. La passion de ton sport, ça devient une passion, mais qui est un métier aussi. Voilà. Et je pense que tu le fais plus, comme tu dis, pour les mêmes raisons que j'aimais glisser, j'aimais créer. Je pense que oui, il y a plein d'athlètes qui disent qu'ils font ça dans le patinage, que c'est de l'art et tout ça. Oui, enfin, je pense qu'à haut niveau, on fait tous ça pour gagner des médailles. Est-ce que toi, tu fais ça pour gagner des médailles? Je fais ça pour gagner des médailles et parce que j'aime ce que je donne en sport, mais je pense que tous les sportifs de haut niveau Oui. font ça pour gagner des médailles. Celui qui dit j'aime me lever à 6 h du matin pour aller me geler les miches sur la glace, j'y crois pas trop. J'ai du mal à le croire. Toujours en tout cas. J'ai du mal à le croire. Ouais. Donc, Comme tu dis, Geoffrey, c'est un peu égoïste, je trouve, d'être athlète de haut niveau, même quand c'est une carrière professionnelle dans une entreprise ou quoi. À partir du moment où il y a carrière, c'est un peu égoïste, comme tu le dis, Solène. Quand tes parents te manquent, etc. En fait, quand on part, on se soucie pas de savoir si nos parents ils ont envie de nous voir ou pas. Moi, je sais que ma maman, elle pleurait à chaque fois qu'elle venait me voir une fois par mois. Ils avaient le droit de venir me voir une fois par mois quand j'étais à Montpellier. Et à chaque fois, quand je les voyais remonter dans la voiture pour partir, elle pleurait, elle se cachait pour pas que je la voie, pour pas me faire culpabiliser un petit peu. Mais moi, donc, je sentais de la culpabilité. Je me dis, putain, je fais pleurer mes parents, en fait. Tu vois, c'est ma mère, en tout cas. Mais c'est égoïste. Je veux rester quand même parce que je veux atteindre mon rêve. oui, et puis Je m'en fous de savoir ce qu'elle ressent. et puis c'est drôle parce que souvent quand on regarde les historiques, les histoires des gens qui sont devenus des grands champions, champions olympiques, ils se sont, on est tous à peu près passés par la même chose. Enfin, l'histoire raconte quand même et finalement on a toujours tout accepté pour arriver à notre sport. Et souvent, c'est aussi une question de détermination, dans le sens, je dis pas qu'on réussit parce qu'on est déterminé, mais quand dès ton plus jeune âge, tu as décidé que tu ferais quelque chose, je pense que tu as déjà accepté finalement que à tout prix tu ferais quelque chose. Ouais. C'est un peu c'est pas beau dit comme ça, mais
Je pense qu'on accepte des choses quand on veut un résultat qui sont pas forcément saines. Mais on le fait consciemment ou inconsciemment. Ça, je pense que c'est avec le recul qu'on s'en rend compte. Et on accepte des choses pour soi qu'on ne souhaiterait pas à quelqu'un que l'on aime de notre famille, par exemple. Exactement. Je vois pour mes enfants, j'ai pas envie que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Ah ouais, moi non Moi, je plus. l'ai accepté. Et... Bah, je veux pas d'enfants, mais si j'en ai un jour, jamais de la vie, ils feront du patinage, déjà. Bah, visiblement pas du foot non plus. Ouais. ouais. Moi, j'ai une question pour toi, Rémi. Est-ce que tu dirais que le sport de haut niveau apprend à performer, mais pas à s'écouter? Oh, Eh oui, on prépare j'avais des jamais émissions. posé cette question. Ouais. Très bonne question. Il apprend à performer, oui et non, parce que des fois il apprend mal à performer, parce que des fois qu'est-ce que la performance réellement? Ouais. On n'a pas tous la même définition. Alors une performance réussie ou une performance en fait c'est faire quelque chose finalement. Euh, et réussir à arriver à l'heure au travail le matin, c'est une vraie perf pour certains. Et Pour moi. d'autres, c'est devenir et à s'écouter, ouais, en fait, je pense que justement, ouais, on nous apprend à écouter les autres, mais pas à s'écouter soi-même. Depuis petit, on dit, faut obéir, fais ci, fais ça, c'est le coach qui commande et toi, tu te tais. Et donc, écoute ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit, machin, ok. Par contre, est-ce qu'on t'a dit sur quelle partie de ton corps est-ce que tu ressens de douleur? Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? À écouter son corps ou même sa tête, ça, on n'apprend pas vraiment. Donc ouais, je dirais que tu as raison. On apprend à performer, mais pas à s'écouter. Et à écouter les autres, mais pas à s'écouter soi-même. Ouais. Quand on écoute comme ça, on dirait plus que on n'est plus des humains, on est des robots. Des machines, ouais. On exécute les ordres, mais tu sais, on a comme si le sportif de haut niveau n'avait pas le droit d'avoir d'émotion, n'avait pas d'émotion, n'avait pas de ressenti, n'avait pas de souffrance. Il était juste là pour exécuter comme un peu ChatGPT, là, quand tu lui poses une question, tu lui demandes la question, puis tu sais, il peut pas dire, oh, je suis fatigué, je vais faire ça plus tard, ou oh, j'ai faim, je vais manger, puis je te réponds ça plus tard. Non, il exécute now, et puis voilà quoi. Peu importe le résultat, il faut qu'il le fasse, tu sais. Puis s'il le fait pas bien, on lui dit, recommence, dépêche-toi, fais ça mieux. Ouais, les émotions, ça fait peur parce qu'on n'apprend pas vraiment à savoir ce que c'est, à savoir les utiliser. Et je pense que tous là autour de la table, on n'a jamais appris à l'école ou quoi à utiliser ces émotions. Je dis pas à les contrôler ou à les maîtriser parce que ça c'est complètement absurde, je trouve. Bah, je pense Il faut savoir les utiliser. Je pense que justement, nous, dans notre milieu, on apprend à les utiliser. Enfin, on ne laisse pas place aux émotions. Par exemple, tu loupes une compétition, tu es triste, et il faut pas le montrer. Faut pas le dire. Tu vas pas le dire. Donc finalement, tu réprimandes tes propres émotions, donc tu les contrôles. Enfin, tu as une impression de contrôle, parce que tout se paye toujours à un moment donné. Tu les bloques, quoi, ouais. Mais c'est ça, on permet pas. Oui, t'as loupé une compétition, tu es triste, t'as envie de pleurer, t'es en colère, c'est normal. Exprime-le. Je pense que si je dirais les dernières années j'ai appris quelque chose, c'est aussi il faut exprimer quand c'est bon, mais il faut exprimer quand c'est mal. Parce que si t'arrives à doser ça, t'arrives à avancer. Parce que te dire que oui, c'était pas si mal. Non, si t'es triste, t'as pas fait ce que tu savais faire. C'est normal, tu l'as travaillé dur pour arriver à ça. Donc je pense, Ouais, mais ça, c'est le Geoffrey de 27 ans qui dit ça. Est-ce que Ouais, le mais- Geoffrey de 14 ans aurait eu la même réflexion? ah non, non, pas du tout. Exactement. Non, non. Donc, tu vois, vu que t'as pas cette réflexion-là à 14 ans, bah, il y aura forcément des répercussions plus tard. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'on en parle là. C'est si quelqu'un nous regarde et que ça peut l'aider à ne serait-ce que se poser la question de bah, si je suis pas heureux, je suis pas heureux. Enfin, je peux trouver des solutions Mhm. pour aller mieux parce que Un problème, une aubaine. un problème, une aubaine, C'est ça. exactement. Non, mais même parce qu'on parle d'arrêt du sport ou ça peut être un changement de club, ça peut être. Il y a tellement de façons de retrouver du bonheur à ce qu'on fait que c'est pas
Des fois, c'est un petit changement, c'est changer une alimentation, ou c'est changer un petit truc qui fait que ça change la vie, quoi. Puis c'est surtout, si c'est le cas pour la personne, qu'elle aille se faire aider. C'est pas une honte de se faire aider. Oui, C'est plus que même important d'aller demander de l'aide, en fait. c'est intelligent. Exact. Parce que, en fait, la plupart du temps, on dit non, j'ai pas besoin d'aide, ou non, c'est bon, je vais faire ça moi-même, ou alors non, j'ai pas de problème. Mais en fait, va, va aller demander juste ne stress du conseil, va te renseigner, va te dire écoute, je ressens ça. Tu sais, tu peux pas te gérer tout toi-même tout seul, c'est pas possible. Il faut que tu aies une équipe autour de toi pour aller au plus haut, et surtout, c'est normal de ressentir bah, que mentalement ça va pas du tout. C'est tout à fait normal. Même des personnes normales, comme on appelle ça nous les sportifs, ressentent ça aujourd'hui. Et eux aussi, ils ont besoin d'être aidés pour avancer dans leur projet, de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc, je pense que je sais pas pourquoi, et j'ai pas encore la réponse à ma question, mais c'est pourquoi on se bloque d'aller se faire aider? Pourquoi on ne demande pas de l'aide? Pourquoi l'être humain reste bloqué face à cette aide qu'on pourrait avoir, à l'accompagnement que on pourrait avoir pour aller mieux? Je pense que les mentalités évoluent un petit peu et comme bah, souvent c'est vu comme un aveu de faiblesse. Voilà. Pourquoi tu vas voir un préparateur mental souvent, et d'ailleurs ton cas Geoffrey il est très intéressant là-dessus parce que euh, tu fais de la préparation mentale parce que ça va bien et tu veux que ça aille encore mieux. Ah Et ouais? pour moi ça c'est le meilleur exemple. Waouh! Franchement, bah, tu performes et tu veux performer encore plus. C'est ça. C'est ça en fait. Et alors qu'il y en a qui attendent que ça aille mal ou très mal et parce que c'est le dernier choix quoi. Donc des fois moi j'ai des parents qui m'appellent ouais je vous appelle pour ma fille ou pour mon fils parce que bon ben voilà il veut arrêter ou ça va plus du tout et donc on a tout essayé donc on s'est dit bon ben dernier recours on va faire appel à un préparateur mental. Mais c'est déjà Bon, trop je vais pas tard. leur dire voilà je vais pas leur dire que c'est trop tard parce qu'il est jamais trop tard de toute façon. Mais il y en a qui reviennent de très très loin et qui vont très très haut. Voilà ça c'est pas un problème. Par contre c'est dommage d'avoir d'avoir perdu autant de temps. Quand je dis perdre du temps, c'est surtout dommage d'avoir passé autant de temps à souffrir ou à pas être bien et à contre-performer. Pourquoi vous attendez aussi longtemps? Et je pense que le professionnalisme, le vrai professionnalisme, c'est dès qu'il y a un problème, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, il faut tout de suite essayer de trouver une solution. Un vrai pro, un sportif de haut niveau, il va toujours être dans la solution. Il va pas se plaindre pendant 2 ans. Oui. Sinon, Et je pense que c'est une façon aussi de... un sportif de haut niveau, il délègue. Il délègue sa façon de s'entraîner à son coach, il délègue sa façon d'être ouais. musclé à son préparateur physique, il doit déléguer son cerveau et ses objectifs, je pense, à un préparateur mental. Parce que moi, depuis qu'on travaille ensemble, il y a des choses qui ont énormément progressé dans mon sport, ou même dans ma vie, mais parce que j'ai j'ai délégué. Tu m'as donné des clés, tu m'as posé des questions qui m'ont permis de faire évoluer. Mhm. Moi j'ai deux choses à ajouter. Euh, quand j'ai eu tout ce qui est mon accident puis mon agression, j'aurais dû euh, potentiellement, tu sais, directement aller me faire aider, tu sais, aller voir quelqu'un pour m'aider et tout ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore dans la compétition, le truc international et tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu finalement aller aux Jeux Olympiques, tu vois. Déjà, d'une part, j'avais plus d'argent. J'avais payé à peu près 200 000 dollars pour mon accident. De deux, on n'est pas payé en tant que patineur, tu sais, on paye vraiment très très cher la saison si nos fédérations ne nous aident pas. Donc, Mhm. se faire aider, bah, c'est encore plus d'argent. Et en fait, c'était clairement, moi, j'aurais voulu me faire aider, mais c'était clairement impossible pour moi parce que je ne pouvais pas, je n'avais pas l'argent d'aller me faire aider. Et peut-être que si j'avais eu plus d'aide, ou si, ne serait-ce la fédération ou le club, tu sais, mettait quelque chose en place par rapport à ça, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas arrêté mon sport. Et moi, je pense que c'est des mentalités qui doivent évoluer. Ça, c'est justement,
ça doit faire partie d'une construction d'un sportif. Comme on arrive à Oui. l'entraînement pas échauffé, on doit arriver prêt mentalement à performer en compétition. Et je pense que c'est un process. Ça peut être un préparateur mental, ça peut être un coach de vie, ça peut être. Il y a tellement de différentes façons d'arriver à ça. Mais c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Rémi, c'était un peu tabou, je pense. Avant, on parlait très Mhm. peu des préparateurs mentaux, alors que je pense que d'une certaine façon, il y en a toujours eu. Je pense qu'il y a toujours des athlètes, peut-être dans le secret, mais qui se sont fait aider, ou c'était peut-être des coachs qui étaient très très performants pour aider Ouais, tout des ce qui bons est... meneurs d'hommes. C'est ça. Ouais. Mais je pense que ça a toujours existé et ça fait partie intégrante du sport. Et je pense que de plus en plus, ça commence à se développer et il faut continuer. Mais tu sais, même si tu Ouais, fais pas du sport, en tant que carrière professionnelle, tout ce qui est, si tu es entrepreneur ou quoi que ce soit, je pense que c'est quand même c'est important d'avoir un coach qui te suit derrière et qui t'aide à aller, moi j'ai appris ça il y a pas très longtemps parce que, je suis dans une entreprise de riseautage, puis il y a beaucoup de on appelle ça des boîtes à outils, c'est des présentations de 15 minutes que les gens font pour montrer qu'est-ce qui peut en fait, qu'est-ce qui les aide que les entrepreneurs peuvent avoir pour s'améliorer et développer leur entreprise. Et j'ai compris il y a pas très longtemps que en fait, même si aujourd'hui je suis plus sportive, mais je suis entrepreneuse, c'est important que j'ai un coach qui soit derrière moi parce que il va m'aider à aller encore plus loin. Donc que tu sois sportif ou pas, c'est tout le temps important d'avoir une équipe qui est derrière toi. Moi, j'ai une question avant que Rémi tu reprennes. Geoffrey, pourquoi tu as décidé d'aller faire d'aller voir Rémi? Pourquoi tu as décidé de faire des séances de préparation mentale si tout allait bien? ça date maintenant. Oui, c'est ça. Au départ, c'est peut-être pas parce que tout allait bien au départ, mais en tout cas, maintenant, tu continues parce que justement, tu veux que ça continue. Mais je pense que c'est bien que tu le dises parce que s'il y a des gens qui nous regardent, des jeunes, tu sais, ils se disent ah oui, j'ai pas forcément besoin, mais Bah, Geoffrey, il a dit, tu vois. je pense que je suis de nature je suis plutôt quelqu'un qui me suis toujours posé énormément de questions de pourquoi, comment. J'avais peu confiance en moi, je cherchais un peu de la reconnaissance aussi dans mon milieu. Et je pense que c'est quand j'étais en Russie que je me suis retrouvé un peu seul. Je me posais des questions, je me disais mais comment, comment je vais arriver au step supérieur? Je pense que c'est ça vraiment ma question. C'était, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que il fait qu'un athlète, ça soit bon à très très bon, voire excellent. Ouais. T'avais quel âge? Je pense que j'avais bien 17 ans, 18 Ok. ans peut-être quand on a commencé, peut-être même plus, je sais plus. Ça va faire 10 ans? Exactement, mais ouais. Ah, ça fait un Non, moment, ça hein. fait, ça fait 5 ans, non? Ouais, 6 ans? peut-être, ouais, peut-être. Ouais, alors, Peut-être 6. Ah ouais, mais c'est vrai que ça fait au moins, ouais, ça fait plus de 7 ans que, ouais, donc ça va faire, je crois que ça fait 6 ans, je crois, Donc ok, à 20 peu près. donc ans. presque 20 ans, Ouais. alors. Mais, et du coup, voilà, j'ai commencé avec Rémi, on a commencé à construire un projet, parce que je pense que même encore aujourd'hui, le projet des jeux, c'était le projet qu'on avait Mais dès qu'on on a en parlait depuis le commencé. début, hein. Dès qu'on a commencé, Ouais. et on a mis en place, en fait, chaque En année. fait, on a choisi une direction parce que par rapport à ce que tu voulais, ce que tu rêvais, etc. Et en gros, bah, c'est ce que je dis souvent, mais là, tu as répondu très bien à ce que c'était. Parce que souvent, en fait, voilà, la préparation mentale. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est que je veux rebondir là-dessus parce que c'est super intéressant. Tu disais, Solène, souvent, c'est un problème financier, effectivement. Moi, les deux problèmes que je rencontre, c'est financièrement et aussi l'information. Les gens, ils savent pas ce que c'est. Mhm. Et là, tu l'as dit, c'est comment. En fait, le préparateur mental, il va t'aider à savoir comment atteindre tes objectifs. Tu sais ce que tu veux, ou alors tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux pas, par exemple. Et bah, comment trouver ce que tu veux et comment l'atteindre. Et le préparateur mental va t'accompagner. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a ça c'est comment. Et, euh, et ensuite, souvent, ce que je dis, c'est que les rêves, c'est une direction. En fait, un objectif, ça doit être seulement une direction dans laquelle on veut aller. Et bah, avec Geoffrey, il y a eu quand même plein d'objectifs atteints petit à petit tous les ans, en fait. Au classement mondial, classement européen, qualification pour tel ou tel
tournois, etc. Et puis jusqu'à médaille européenne, qualification JO, etc. Et tout ça, bon, je reprendrai, j'étais retombé dessus sur le premier cahier que j'ai eu, je remplissais tout sur un cahier, tes objectifs. Mais je crois que tout ce qu'on avait noté, tu l'as atteint pour l'instant. Waouh. Est-ce que Geoffrey est un de tes premiers clients? Ouais, c'est un des premiers, très haut niveau, haut niveau que j'ai accompagné. J'avais un footballeur aussi en même temps à l'époque, et puis j'avais trois gros athlètes en gros. Et ouais. Waouh. Donc ouais, c'était un des premiers, ouais, carrément. Ce qu'il Avant, faut- je pratiquais, mais gratuitement. Je m'entraînais. Et après, je me suis dit, bon, allez, il faut vraiment que je me lance. Là, je me sens capable et tout. Et puis, du coup, Geoffrey, c'est un des premiers que j'ai eu. Et ce qu'il faut, moi, je pense qu'il est important à dire, c'est pas faire de la préparation mentale, c'est pas en plus, c'est un besoin. C'est C'est pas quand une on a option. besoin. C'est quand on a un besoin. Mhm. Parce que je vois, à une époque, on avait des séances très très régulières. Il y Ouais. a eu des périodes où on en a eu moins. C'est aussi un besoin qui se construit en fonction de comment on évolue sportivement. Et je vois avec Rémi, voilà, si j'ai besoin, je sais que je peux le contacter et qu'on va faire la séance qui va me préparer. Parce que maintenant, je pense que j'ai une palette assez large de clés. Je peux lui dire, Autonome sur plein de choses. il faut qu'on mette l'accent sur ça, là. Est-ce qu'on peut refaire peut-être ça? Ou est-ce que tu as un exercice à me proposer? Donc, c'est aussi, souvent, je pense, les préparateurs mentaux, ils s'adaptent en fait aussi aux sportifs, à leur planning. Donc, faut pas hésiter à essayer en fait, je pense. Tu vois, là, ce que tu me dis là, et ce qu'on est en train de parler, ça me fait regretter de vraiment de pas avoir eu un préparateur mental dans ma vie ou quelqu'un qui m'accompagne par rapport à ça. Mais- Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est tout le temps des peut-être là. Dans la vie, c'est tout le temps des peut-être, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été. Non, autre mais chose à appuyer, tu vois. c'est drôle parce que Ça aurait été dommage de pas faire le podcast, du coup. Ouais. c'est ça. On aurait dû faire le podcast quand j'avais 14 ans. C'est qu'on discutait encore il n'y a pas si longtemps avec Rémi. L'objectif, on l'a déjà fixé pour les 4 prochaines années. On sait déjà où on va. Donc, Tu vas où? on sait que les prochains jeux en France, ça sera quelque chose de grand. J'espère que tu m'invites cette fois-ci. Hein. Mais c'est ça en fait. Je pense que c'est du sur-mesure et faut pas hésiter. Et il n'y a pas de problème qu'on peut pas régler en travaillant. Ouais, après, c'est là-dessus. différent avec tous, parce qu'en fait, je pense qu'il faut trouver la bonne personne pour être accompagné. Oui, c'est sûr. Il se trouve comme un qu'avec psy, nous, hein. ça a bien fonctionné, mais des fois, j'ai des athlètes avec qui ça passe pas, où on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut, où il n'y a pas le feeling, ou je sais pas. Mais ce qui est important, ouais, c'est que, tu vois, avec beaucoup de... surtout au début, on fait comme tu le dis, des séances qui sont assez rapprochées, et surtout, il faut qu'elles soient régulières. Après, alors moi, c'est que je fais partie de ceux, alors je sais pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs, du coup, mais moi, je suis pas académique. Justement, je suis dans l'adaptation. En gros, moi, je prépare pas vraiment mes séances. Parce que je sais pas dans quel état je vais trouver mon athlète au moment où il va décrocher, où on va se connecter en visio. Ça m'est déjà arrivé au tout début je préparais, j'étais très scolaire, très académique, et puis je décroche et mon athlète, il est en train de pleurer, quoi, parce que ça va pas du tout. Et du coup, tout ce que j'ai préparé, qu'est-ce que j'en fais? J'allais pas du tout travailler ça, moi. Et donc, je pense que maintenant, alors, c'est avec l'expérience aussi, c'est possible. Je pense pas que ce soit vraiment faisable au départ, mais c'est l'adaptation. Après, comme avec toi, comme ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, toi, c'est juste garder l'équilibre. Il faut que tu restes équilibré et il faut que tu que t'aies pas trop de déséquilibre qui soit pas maîtrisé. Parce que tu peux décider de déséquilibrer quelque chose dans ta vie, mais pour une bonne raison, pour un objectif. Et par exemple, je vais déséquilibrer complètement ma charge de travail parce que j'ai un projet ou j'ai une ambition, etc. Donc il y a des déséquilibres que l'on veut et d'autres que l'on ne maîtrise pas, et ceux-là, ils sont un peu plus dangereux. Mais avec toi, c'est juste garder un équilibre, et puis voilà, ça se passe bien. On va faire en sorte que la roue ne tourne pas. Comme on dit, la roue tourne. Des fois, il y en a, quand ça se passe bien, ils se disent, oh là là, ça se passe vraiment trop bien pour moi, qu'est-ce qui va m'arriver encore derrière? Quelles vont être les retombées? Oh, c'est moi ça. Montrer que... Et voilà, on peut leur montrer que non, en fait, on peut progresser progressivement, voilà, toujours en montant, à partir du moment où on reste équilibré, qu'on sait où on va, comment on y va.
Et voilà, et ça, et avec d'autres, c'est différent. On est obligé de faire des accompagnements un peu différents, des séances un peu plus régulières, etc. Donc ça, c'est vraiment ouais, l'adaptation. Je ne sais pas si tout le monde travaille comme ça, mais je sais que moi, c'est ma manière de faire, en tout cas. En tout cas, merci Rémi parce que aujourd'hui, mon meilleur ami est vraiment au top shape. C'est parfait. On va revenir sur ton histoire, l'arrêt du football et la reconstruction. Quand tu arrêtes, tu parles de soulagement. Est-ce qu'il y a eu aussi de la honte, de la colère ou de la tristesse? Ouais, de la tristesse toujours parce que c'est des regrets. Ouais. On se dit que quand on fait le point, on voit que pareil, hein, je me dis la même chose que toi. J'aurais aimé que ça se passe différemment en fait. Si j'avais connu d'autres personnes, si on m'avait aidé différemment. Donc forcément, j'ai des regrets parce que quand je fais le point sur les qualités que j'avais et comme tout le monde croyait en moi et tout le monde me disait que j'allais réussir, finalement, j'ai pas réussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas réussi? Et donc effectivement, il y a beaucoup de regrets, beaucoup d'incompréhension. Voilà, je comprenais pas. Pendant longtemps, j'ai pas compris. C'est pour ça que je me suis mis à la préparation mentale, parce que je voulais répondre aux questions que je me posais. Je me suis intéressé à ça, au mental, parce que j'ai compris que c'était à cause du mental que j'y arrivais pas, que je n'arrivais pas à exprimer mon plein potentiel, quoi. Et, hum, et puis le gros soulagement, oui, parce que plus cette pression. Après, quand je suis rentré dans la vie active, parce qu'après le foot, j'ai travaillé, quoi. Je voulais avoir une vie normale, comme on dit, et c'est là où c'est intéressant, parce que tout à l'heure, Geoffrey t'a dit une vraie vie, je crois. Et c'est là où on voit qu'on considère que la vie d'athlète, c'est pas une vie véritable ou normale, une vie normale, on dit souvent. Et c'est là aussi qu'on normalise le fait que d'être athlète, c'est pas une vie normale. Et donc on le comprend quand on rentre dans la vie active. Et là, j'étais complètement perdu parce que, je sais pas, quand j'étais en centre de formation, par exemple, un moment, un jour, j'avais une gastro, quoi, j'étais malade, j'envoie un message à mon coach, je suis malade, je viendrai pas à l'entraînement. Et 30 minutes après, dans ma chambre, il y a le docteur qui arrive, sans rien que je fasse. Et il m'ausculte et tout, il repart, et 30 minutes encore après, j'ai mes médicaments qui arrivent. Quelqu'un qui m'apporte des médicaments. Donc je savais pas ce que c'était une carte vitale, je savais pas ce que c'était de prendre un rendez-vous chez le médecin, je ne savais pas ce que c'était d'aller dans une pharmacie pour acheter des médicaments, je ne savais pas ce que c'était que de prendre un rendez-vous chez le kiné parce que le kiné il était là, je ne savais pas qu'il fallait payer un kiné après un rendez-vous parce que moi je payais pas le kiné, c'était le kiné du club. J'étais complètement à côté de la plaque, complètement paumé dans. Donc je sortais d'une jungle pour rentrer dans une autre jungle du coup. Moi j'étais habitué à la vie de la jungle du football et je rentre dans la vraie vie, dans la vie de Monsieur Tout le Monde. Mais sauf que je suis pas comme tout le monde. Et donc du coup là c'est la catastrophe là. J'étais complètement perdu. Heureusement que j'étais bien entouré pour le coup, grâce à ma famille que je retrouvais. Mais après, donc la tristesse, oui, je vais revenir sur la tristesse, pardon, j'ai oublié un gros point, c'est que je disais tout à l'heure, j'ai 9 ans d'écart avec ma plus petite sœur. Quand je suis parti de la maison, elle avait 4 ans. Et je rentre à la maison, je rentre même pas à la maison du coup, parce que j'étais grand et donc je prenais mon appartement et tout, mais elle était beaucoup plus âgée et donc j'ai pas vu grandir mes sœurs, j'ai pas vu vieillir mes parents. Et ça, j'ai envie de dire qu'on s'en veut un peu toute sa vie finalement. Voilà, toute la partie égoïste, elle nous retombe un peu dessus. J'ai un peu de mal encore à en parler d'ailleurs de ça. Parce que en plus, pour noircir un peu le tableau, j'ai perdu mon papa il y a pas très très longtemps. Il est mort très jeune à 63 ans. Voilà, et quand je pense à toutes les années que j'ai passées à faire du foot alors que j'aurais pu peut-être être dans ses bras ou quoi que ce soit, là on se pose beaucoup de questions. Et plus tard encore, maintenant, parce que à l'époque où j'ai arrêté, c'était pas encore le cas, mais ouais, en fait, ça marque à jamais, de toute façon. Ouais. Ce passage égoïste, si on peut dire, où on va tout donner pour atteindre son rêve, et il va être marquant à jamais, qu'on atteigne son rêve ou pas, je pense. Ouais. Avec ma sœur, ma plus petite sœur, j'ai 15 ans de différence. Et c'est ça. Quand elle est née, j'étais déjà dans mon appartement toute seule en fait. J'avais déjà mon appartement à Ouais. moi à 8 heures de route de mes parents. Et c'est ça, je la voyais au début, c'était une fois par mois. Après, c'était tous les 3 mois. Puis après, c'est devenu pendant les grandes vacances et puis une fois à Noël, quoi. Et, euh, et même aujourd'hui, elle a 8 ans et j'ai raté tout. J'ai raté Ouais, t'as l'impression que tu la connais pas un peu, peut-être. ben,
c'est ça. Et tu sais, quand je la revois, elle me court dans les bras. Puis là, on est H24 ensemble pendant toutes les 2 semaines que Ouais. je suis là. Puis quand je pars, ben, c'est la catastrophe parce que elle, ben, elle veut sa grande sœur. Elle veut Mhm. sa grande sœur, surtout que son autre sœur, bah, elle habite en Espagne parce qu'elle fait ses études. Donc, elle est partie à, je crois, 19 ans de la maison. Donc, ça va encore. Mais en fait, c'est ça. Je connais pas ma sœur. C'est ça. Je ne connais pas ma sœur. Mes frères et sœurs, c'est ça. Celle qui est en dessous de moi, elle était jeune aussi. Mon frère, il avait comme. Je sais pas, il devait peut-être avoir. Il devait avoir quoi, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai raté beaucoup de choses. Puis quand je les vois, ben, tu sais, j'ai l'impression d'être un enfant, de redevenir Mhm. l'enfant que j'étais quand j'avais 12 ans. Puis tu sais, des fois, j'acte un peu comme un enfant. Et puis ouais, c'est assez compliqué, hein, par rapport à la famille. C'est assez compliqué. Moi, j'ai pas de père dans ma vie, mais ma mère, par exemple, s'il lui arrivait quoi que ce soit, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir passé autant de temps avec elle. Et tu vois, aujourd'hui, je suis même pas près de elle parce que j'habite au Canada. Et des fois, Mhm. je me dis, enfin, pourquoi? Pourquoi je suis au Canada? Pourquoi je suis pas auprès de ma mère? Parce que, ben, bon, elle est pas proche de la fin de sa vie et j'espère que ça sera pas maintenant, mais tu sais, un jour, ça va arriver. Et c'est ça qui me pèse énormément sur la conscience et que je prie énormément à chaque fois, tous les soirs, pour que mes parents aient une santé et qu'ils vivent longtemps parce que je veux profiter d'eux en fait. On passe Ouais. sur quelque chose complètement Et différent puis- de l'histoire là. On est parti Non, sur autre mais ouais, chose. non, mais c'est touchant, ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Quelles sont les priorités dans nos vies? Mm. Qu'est-ce que je tombais l'autre jour. Je suis très bavard, hein, mais j'en profite. Vous me laissez la parole. Bah oui, vas-y. Mais je suis tombé l'autre jour sur une petite vidéo où ils interviewaient un monsieur assez âgé qui avait 82, 83 ans, je crois, et où il demandait, il lui posait la question quels étaient les moments de votre vie où vous viviez du bonheur sans vous en rendre compte. Et cette question, je l'ai trouvée incroyable. Et il a répondu, bah en fait, c'était quand on était le soir à table à la maison, où il y avait tout le monde. Ouais. Ou quand je rentrais chez moi et que tout le monde était là. Parce que maintenant, c'est plus le cas et ça n'arrivera plus jamais. Et ces moments-là, c'était vraiment du bonheur, mais je m'en rendais pas compte parce que je trouvais que c'était normal. Et sur la normalisation, justement, parfois on normalise la violence, parfois on va normaliser plein de choses désagréables, mais on normalise aussi les moments exceptionnels. Et on pense que c'est normal de rentrer à la maison et que toute la famille soit là. Alors que c'est pas normal, c'est une chance incroyable. Et on n'accorde pas assez d'importance à tout ça. Et si ça peut servir aux sportifs qui nous écoutent aussi, au-delà de la famille, c'est aussi normaliser le niveau auquel on est dans notre sport. Comme toi, par exemple, Geoffrey, si tu normalises le fait que tu sois, que tu fasses partie des meilleurs du monde dans ton sport, ben non, c'est pas normal, c'est exceptionnel. C'est, c'est inimaginable pour beaucoup. De nombreuses personnes en ont envie, le rêve, mais très peu de personnes puissent y accéder. Ça, il faut pas normaliser les efforts que tu as fait pour ça, et il faut pas normaliser euh, le, le résultat. Je pense que dans la vie, il n'y a rien de normal. C'est comme Tout quand un est sportif qui dit oh bah ça va, c'était juste les championnats du monde, c'est pas les Jeux Olympiques. Comme si c'était normal de participer, tu sais, tous les ans aux championnats du monde. Non, c'est pas normal. Juste déjà d'aller participer à une compétition internationale, nationale, juste déjà nationale. Nationale, là, c'est pas normal. T'as la chance énorme de participer à ça. Ok, Geoffrey? et je vais Tu aller encore comprends? plus loin. Je vais aller encore plus loin sur ce que tu dis. C'est trop bien parce que donc nous, on va trouver ça normal de faire une compétition nationale, par exemple, et ou même inintéressant parfois peut-être si on a été beaucoup plus haut. Mais si on se pose vraiment, si on va dans l'excès, j'aime bien prendre les extrêmes pour bien comprendre. Mais déjà, la chance qu'on a de pouvoir pratiquer un sport, la chance qu'on a de pouvoir bouger, il y en a qui n'ont pas cette chance. La chance de pouvoir faire des choses que l'on aime, de pouvoir côtoyer des... Bref, en fait, rien n'est normal. Tout est chanceux par rapport à d'autres personnes de toute façon. On a toujours mieux que d'autres, quoi Ouais. qu'il arrive. Puis c'est ce que je dis souvent, puis je l'ai dit hier, on a la chance d'avoir un toit sur notre tête et un frigo rempli. Ça aussi,
Ça, c'est le truc que je le dis à chaque fois et à plein de monde. Arrête de te plaindre, t'as la chance d'avoir un toit sur la tête et un frigo rempli. Et je vais rebondir là-dessus. Jamais. Et non, mais du coup, c'est là aussi, parce que ça fait partie de mon métier aussi, c'est là où on voit que tout est ambivalent, parce que je dis qu'il faut rien normaliser, et que chaque chose que l'on vit a de l'importance, mais pour le coup, je considère que la chance n'existe pas non plus, parce que la chance, c'est quand quelque chose nous tombe dessus alors qu'on n'a rien fait pour. Et tous les succès que l'on va avoir, même si on a un toit sur notre tête, c'est souvent par la sueur de notre front qu'on l'a eu. C'est parce qu'on a travaillé, c'est parce qu'on a fait des efforts, etc., des choix. Et donc, je pense que, pour conclure, du coup, on avance, mais qu'il ne faut rien normaliser, mais que tout n'est pas non plus une chance, parce que la chance n'existe pas vraiment. Tout va se provoquer. J'adore cette conversation. C'est parfait. On finira en off, Ouais, pour que ce soit trop long. c'est ça. Ben, on peut rebondir sur un peu ça en disant que après le foot, tu t'es accroché à ton deuxième rêve, fonder une famille. C'était important pour Ça. toi. Et c'était ton premier engagement, premier ancrage. Qu'est-ce que ça a fait en toi, ça? Bah tout, parce que c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Parce que autant te dire que quand je savais comment rater un rêve, et bah du coup j'ai fait l'inverse pour, pour atteindre le deuxième. Voilà, je me suis dit, pour le coup, j'ai raté le foot, mais je raterai pas tout dans ma vie, ça c'est hors de question. Et la colère que j'avais d'avoir raté ma carrière sportive, même si elle reste très très bien par rapport à, comme on disait tout à l'heure, par rapport à certains qui feront jamais ce que j'ai eu la chance de faire quand même, mais j'ai pas eu ce que je voulais, et je me suis dit, mais plus jamais je n'aurai pas ce que je voulais, ce que je veux. Plus jamais je n'aurai pas ce que je veux, et à partir de maintenant, je vais faire tout ce qui me plaît, et la prison c'est fini, la jungle c'est fini, maintenant c'est moi qui décide. Je ne subirai plus en fait. Je ne subirai plus des ordres, je ne subirai plus quoi que ce soit, et maintenant c'est moi qui prends le contrôle de ma vie, et c'est moi qui décide ce que je veux, où je vais et ce que j'aurai. Waouh. Et je me suis dit, bah allez, je vais fonder une famille et je vais réussir ma vie. Voilà, je vais devenir quelqu'un. Parce qu'en fait, je voulais devenir footballeur, et c'est ça le statut en fait. Je voulais le statut, je voulais être footballeur professionnel. Je n'ai pas eu ce statut. Et souvent le changement de statut, quand j'étais pas footballeur professionnel de très haut niveau du coup, mais j'étais quand même footballeur. Et le changement de statut, après, il est difficile, parce que je ne suis plus footballeur. C'est-à-dire que j'étais quand même à une échelle départementale ou régionale ou un peu nationale. On reste quand même un peu sous le feu des projecteurs, et à partir du jour au lendemain où tu arrêtes, bah, tu changes de statut, et là c'est plus la même. C'est exactement la question les qu'on mêmes avantages. qu'on voulait te poser après. C'était à ce moment-là, qui es-tu sans le statut de footballeur? Et ouais. Et ben la question est énorme encore une fois. Mais bravo, vous êtes trop fort. C'est une question qu'on me pose jamais, et que les sportifs se posent souvent, ou subissent souvent au bout d'un moment. C'est qu'on est associé à une étiquette tout le temps. Voilà. Donc je suis plus footballeur. Qu'est-ce que je suis du coup? Je suis quoi? Comment on m'appelle? Je suis quoi? Donc j'avais pas de métier. Donc il fallait que j'en trouve un du coup. Et puis donc bah, j'ai été vendeur. Parce que en fait, j'ai envoyé des CV à 30 trucs dans le commerce, parce que quand j'étais à l'école, on me disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais faire footballeur. Ok. Mais on t'a demandé un métier, pas un sport. Bah ouais, mais moi mon métier, je veux que ça. Non, mais ça c'est impossible. Donc dis-moi un métier qui est possible. Bon bah je mettais vendeur pour faire plaisir. Voilà, que ça le prof était content. Je mettais soit médecin, soit avocat, soit vendeur, soit vétérinaire. Bref. Et ça c'est marquant, parce que j'avais un camarade de classe, on va l'appeler Kevin, qui lui mettait médecin tout le temps. Lui il voulait être médecin. Et, et bah je te garantis que moi j'ai été beaucoup plus proche d'atteindre mon mon rêve que lui d'être médecin. Euh, et, euh, et pourtant on me disait, non mais un métier, qu'est-ce que c'est? Et du coup, depuis petit, on te demande qui tu veux être, ce que tu veux faire, etc. Alors que c'est impossible de vraiment avoir une réponse. On poserait la question, on te demanderait, quel est ton rêve, ou qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Ouais, mais demandez pas un métier, c'est tellement, Ouais. ouais, bref. Et ouais, donc pour revenir, le changement de statut, parce que là je m'éparpille, mais le changement de statut, on sait plus qui on est.
Et c'est vraiment un problème d'identité après. Qui je suis, et il faut se reconstruire. Donc en fait, là, je suis reparti de zéro, à me dire, il faut que je construise quelque chose. Bon, bah écoute, sur les petits papiers, j'ai mis que je voulais être vendeur. Et bah, on va commencer par là. Je vais faire vendeur. Et puis après, donc j'ai fait vendeur. Je suis devenu manager en fait après de la boîte où je bossais. Après, j'ai fait du recrutement, j'ai fait beaucoup de formations et ça m'a beaucoup plu. Où je tirais le meilleur des jeunes qui rentraient dans l'entreprise et j'ai essayé de les former pour que ça devienne les meilleurs vendeurs possibles. Et après, bon, j'étais plus en phase vraiment avec le commerce, avec la vente, parce que bon, c'est quand même pas mal de manipulation, hein, Ah oui. faut le reconnaître. Bon, voilà, j'étais bon là-dedans, mais ça me plaisait pas trop. Et voilà, donc du coup, je sais que je suis devenu vendeur pendant un moment, comme identité, j'étais vendeur. Et après, ben, je suis devenu mari quand je me suis marié, et je suis devenu papa quand j'ai eu des enfants. Donc, je pense que le statut, il est, les étiquettes, je crois qu'on peut pas s'en séparer. On... Je dirais que parfois, eh ben, peut-être qu'un objectif, ça va être de trouver l'étiquette qui nous convient le mieux finalement, si on n'arrive pas trop à savoir qui l'on est ou ce que l'on veut. Et en faisant des choses, en provoquant des choses, eh ben, il va se passer des choses et peut-être qu'on va trouver une étiquette qui nous convient bien et avec laquelle on est à l'aise. Et moi, je pense que, tu vois, dans l'éducation, quand tu es à l'école, on devrait avoir des cours de préparateur mental. Nous C'est apprendre ce que je me dis. ça. Pas nous apprendre que, oui, il y a des trucs à apprendre, ok, l'histoire et tout ça, c'est quand même un peu important, tu vois. Mais il y a d'autres choses importantes à nous apprendre. Genre, toutes ces réflexions-là que tu le fais à comme 27 ans, moi j'ai 23. Bon, Rémi, je sais pas quel âge t'as, mais tu sais, Moi, je vais avoir 40 ans la semaine prochaine. Enfin, le 27. ah, c'est bientôt. Mais tout, tu sais, toute ta réflexion, la maturité que tu as aujourd'hui, mais il faut l'apprendre aux jeunes de 12 ans. C'est pas à 30 ans qu'il faut qu'on sache ça, c'est avant, tu sais, Oui, qu'il mais faut nous éduquer. je pense qu'aussi, on prend une certaine maturité quand on grandit. Je pense que c'est nos expériences qui nous permettent. Je pense que, bien sûr, on pourrait informer, faire de l'information sur ça, mais je pense qu'aussi, c'est tes expériences qui te permettent de prendre du recul et de la maturité. Oui, mais ça éviterait que ça soit trop tard pour se faire aider. Ah oui, non, ça c'est sûr. Après, je pense Il y a que des choses qu'il faut vivre, c'est sûr. c'est ça. Mais la préparation mentale, encore une fois, c'est quelque chose qui fait gagner du temps. Donc oui, il y a des choses qu'il va falloir vivre, hein, quoi qu'il arrive. Mais il y a des choses, on peut, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc si on est au courant que ça peut se passer comme ça, ou si on est au courant que ben, une carrière sportive, c'est très très dur, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ci, ben, si déjà on est au courant de tout ça, on va pouvoir se préparer mieux, on va pouvoir du coup le digérer beaucoup plus vite, parce que tu sais, à chaque fois que j'ai vécu ce que je considérais comme un échec, j'ai mis 2 ans à m'en remettre. Ça, c'est un exercice qui est assez intéressant à faire, c'est mettre sur papier les moments importants de notre vie, les tournants. Soit les grandes décisions, soit les grands tournants de notre vie. Et quand j'ai fait le point comme ça sur moi, sur ma vie, eh ben, je me suis rendu compte qu'après chaque coup dur, j'ai mis 2 ans avant de réagir et de reprendre les choses en main pour provoquer quelque chose. Et je pense que la préparation mentale, ça fait gagner du temps, parce que si tu fais de la préparation mentale, tu n'attendras pas 2 ans avant de repasser à l'action et avant de débriefer ce qui t'est arrivé, de comprendre pourquoi ça t'est arrivé et de repartir de plus belle, quoi. Donc je pense que ouais, la préparation mentale fait gagner du temps. Et pour aussi soutenir ce que tu as dit, Solène, ma femme est institutrice, elle est maîtresse des écoles et on échange beaucoup, et ce qu'elle fait, ça m'aide beaucoup. Et je sais on utilise beaucoup ce que je fais aussi pour sa classe, pour son école, et on voit des résultats vraiment exceptionnels, notamment dans l'apprentissage de la lecture, etc. Parce qu'elle a des petits, parce qu'elle trouve que c'est beaucoup plus intéressant et qu'elle est très importante pour cette partie de leur vie à eux. Et donc on essaie d'utiliser la visualisation, on essaie d'utiliser la fixation d'objectifs, on essaie d'utiliser les sens, on essaie d'utiliser plein de choses, et elle les met en place, et ça marche vraiment très très bien. Et effectivement, donc je, je suis d'accord avec ce que tu as dit juste avant. Voilà, donc je vais aller envoyer un message à Monsieur Macron pour lui dire qu'il nous faut des cours de préparation mentale à l'école. Ok, on reprend sur notre sujet. J'ai envie de parler de la mort, ça va être très morbide, mais il y a un événement très fort dans ton histoire. À 10 ans, tu frôles la mort par noyade. Tu dis quelque chose de très marquant. J'ai accepté de mourir. Alors déjà,
waouh, puis je veux en savoir plus par rapport à ça, parce que moi aussi, j'ai frôlé la mort. Et quand j'étais sur la glace en train de hurler parce que bah, je m'étais cassé le crâne et j'avais du sang et nanani nanana, je me suis dit, ok, c'est mon jour où je meurs, ça y est, c'est la fin de ma vie, je vais mourir Ouais. aujourd'hui. Bref, donc je veux qu'on en parle de ça. Comment cet instant t'a façonné, même inconsciemment? Alors, j'en ai jamais parlé, vraiment. Et ça m'est retombé dessus il y a pas très longtemps. Bah, pas très longtemps, il y a ouais, environ 1 an et demi, 2 ans, quand mon père est décédé. Du coup, voilà, je me suis reconnecté un peu à la mort et tout ça a refait surface. Et en fait, ouais, j'étais petit, je me baignais, dans un étang qui est vers chez moi où on allait tous, voilà, il y avait une petite plage de sable et on se baignait dans un étang, il y avait, voilà, c'était fait exprès, l'été, on allait tous là-bas et en fait, il se trouve que, bah, je suis tombé dans un trou, en fait, il y avait un endroit qui était beaucoup plus profond d'un seul coup et je savais pas nager à l'époque, donc c'était pas très dangereux normalement, hein et j'avais de l'eau à peu près, au milieu, ouais, un peu plus haut que la taille. Donc ça allait, j'étais pas trop téméraire. En plus, j'étais assez peureux quand j'étais petit, donc je prenais vraiment pas de risques et en fait, j'ai avancé un petit peu trop loin. J'avais mes amis juste à côté, hein. On jouait au ballon dans l'eau et dans ce coup, je suis tombé dans un trou et là, du coup, ben, un peu aspiré par le fond parce qu'en plus, quand on se débat, bah, on coule encore plus. Donc je réussissais à remonter à la surface, comme on voit un peu dans les films, hein, à remonter en me débattant, à reprendre une respiration et après je repartais au fond et après je réussissais à remonter. Ça plusieurs fois et en fait, j'ai compris quand on me dit, ouais, j'ai vu ma vie défiler. En fait, d'un seul coup, j'ai accepté de mourir. Je me suis laissé, comme s'il y avait un relâchement. Je me suis senti relâché et je me suis dit: «Bon, bah, c'est mon heure, voilà, je pars, quoi. C'est fini, je vais mourir» et d'un seul coup, plein d'images donc de ma mère, ma famille, ouais, de mes sœurs, de plein d'images de tous les gens que j'aime, de les bons moments de ma vie, vraiment, mais comme on voit maintenant les réels, un peu, les vidéos sur Ouais. Insta où, il y a une photo qui dure, 1/10 de seconde quoi, qui s'enchaîne. Et ben, j'ai vu ça quoi, plein d'images, et go quoi. Je me suis dit: «Bon ben, allez, tant pis». Ben, ouais, comme si, ouais, je me disais: «Tant pis», mais j'avais 10 ans, donc c'est un peu bizarre de se dire: «Ouais, tant pis, je meurs», quoi. Et ouais, bah, tant pis, je peux pas, je peux rien faire. Je peux rien faire, j'ai tout donné, je suis épuisé, c'est trop tard, je vais mourir. Et à ce moment-là où j'accepte, où je me laisse, couler en fait un peu, et ben, je sens qu'on m'attrape, les jambes et on me remonte à la surface. Et là, bah, je reprends une grande bouffée d'oxygène et puis après on me ramène au bord et après bon, bah, j'ai pu quitter le bord, jusqu'à la fin de la journée parce qu'après, bah, il y avait mes sœurs qui se baignaient, il y avait mes amis encore qui étaient là et voilà, il y a même pas eu de pompiers ou quoi que ce soit, il y a pas eu de sauveteur. C'est quelqu'un d'une connaissance de la famille qui m'a vu, qui a plongé et qui a été me récupérer. Et en fait, donc voilà, ben, tout le monde soulagé, mais après très vite, alors moi traumatisé, j'allais plus dans l'eau Tu et puis m'étonnes? très vite, on a étouffé un peu le truc où tout le monde en rigolait en fait. Ouais, c'était à l'époque de Alerte à Malibu, Oh à oui. la télé. Je sais pas si vous connaissez tous la série, Oui. et des sauveteurs quoi et tout le monde m'appelait comme ça quoi. Tout le monde me donnait des surnoms de cette série et tout le monde en rigolait. «Alors ouais, tu fait bah dis donc, fais attention, tu bref, et tout le monde rigolait, se moquait de ça parce qu'effectivement, il y avait rien eu de grave parce que j'étais encore là. Mais pour moi, c'était super choquant et à l'époque, il y avait pas de, «On va aller voir un psy» ou «On va aller», tu vois? Et ça existait pas ça et heu et finalement, j'ai eu ce traumatisme qui a été un peu enfoui et et donc là, il y a pas longtemps, heu, c'est ressorti quoi et je me suis dit: «Mais en fait, ce que je vis là, c'est que du bonus quoi. Cette chance que j'ai quoi», même si je crois pas en la chance du coup. Je me disais: «Mais c'est que du bonus ce que je vis et profite à fond, arrête de t'embêter avec des trucs. Tu devrais même plus être là. Tu normalement, ta mère, elle aurait dû pleurer depuis, toute sa vie et elle sera encore en train de pleurer ta disparition normalement. Mais c'est pas le cas, ça n'est pas arrivé. C'est trop bien, profite à fond» et voilà quoi. Ça a changé ma vie en fait quand c'est ressorti ça. Ça a rechangé ma vie du coup. Waouh, c'est fou. C'est fou parce que moi aussi, je me souviens que quand j'étais sur la glace en train de hurler, bah c'est ça, j'ai dit, ok, ça y est, je vais mourir. Ouais.
Et en fait, je me souviens que je me suis juste, comme tu dis, laissée aller. Puis c'est Ouais, là où un je suis relâchement un tombée, peu. ouais, je suis tombée bah, comme un peu dans coma, tu sais, sous cette forme-là. Puis je me souviens, c'est vraiment bizarre de dire ça là, mais je me souviens de me voir, tu sais, comme si j'étais le fantôme, puis je me voyais sur la glace en train d'être dans le mal, de hurler. Comme si je flottais au-dessus de Ah moi ouais, et du que dessus. Ouais, ok, ouais. et je voyais la scène. Et là, bah, pour moi, ça y est, j'étais déjà morte. Bah, pour moi, j'étais comme, ok, bah, je me suis séparée de mon corps. Ça y est, c'est comme, Ouais, carrément. ciao, bye. Et en fait bah, après, tout noir, et plus rien. Puis j'ouvre les yeux, puis bah, je ne sais pas où je suis en fait. J'entends des bip, bip, bip. Et en fait, j'étais à l'hôpital avec le truc qui me faisait respirer. Et ouais, et c'est fou. Et c'est ça, aujourd'hui, depuis ce jour-là, je vis les choses à 100% parce qu'en fait, ben c'est ça, mon pronostic vital était engagé. J'ai vraiment, voilà, j'ai mouru, on va dire. Je suis morte. Et, et en fait aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est une chance. Est-ce que c'est une chance? Je sais pas, mais je remercie toujours euh, la personne en haut qui m'a sauvée parce que aujourd'hui je devrais être morte ou alors dans mon lit d'hôpital en légumes. Je suis vraiment le 0,00001% de chance d'être comme ça aujourd'hui, d'être qui je suis. Donc ouais, c'est assez Ça, fou. c'est fou. Puis Ouais, ça me donne la chair de poule d'en parler avec toi parce que bah c'est comme une situation un peu similaire. Puis ça me montre qu'en ouais. fait je suis pas la seule en fait. Tu sais, j'ai pas On peut se été comprendre, ouais. Ouais, parce que exactement. j'en ai parlé. Franchement, j'ai jamais trouvé quelqu'un à qui c'est arrivé, du coup, comme toi. Et j'ai jamais vraiment parlé de cette histoire parce que à chaque fois, c'était un peu plus des moqueries qu'autre chose. Ouais, Et bah ça oui. fait un peu mal, quoi. Ou alors les gens te croient Comme pas. ça. Comment ça, tu flottais comme un fantôme à te Ouais, regarder? voilà, ouais. Bah écoute, je Moi, sais ça m'est pas, pas mais arrivé, c'est ça, mais je ça. me suis renseigné un peu. Et ouais. Ouais, c'est les choses. Mais c'est hyper intéressant d'en parler avec d'autres personnes et j'aime chercher des personnes qui ont presque Ouais. frôlé la mort aussi pour justement comme parler avec eux et voilà. Ok, continuons. Bon, on va parler de quelque chose d'un peu plus Ok. heureux. Ah, Aujourd'hui, t'es pas triste, là, hein. Non, C'est non. intéressant. Oui, c'était intéressant. Aujourd'hui, tu accompagnes des sportifs et tu travailles beaucoup sur les croyances. Donc, c'est quoi Ouais. pour toi la croyance la plus destructrice chez un athlète et en même temps celle qui peut sauver une carrière? Ouh, c'est bon ça. Alors, les deux, ouais, une destructrice et une. C'est ça. La plus destructrice, c'est de croire qu'on n'est pas capable, qu'on est nul. Celle-là, elle me fait tellement mal au cœur quand je l'écoute, je suis nul, j'y arriverai pas. Oh non, alors quand on parle de croyance, hein, on parle pas de religion. Quand je parle de croyance, c'est les croyances, c'est tout c'est nos vérités personnelles en fait. Donc moi, ce que je crois, c'est ce que je considère comme étant une vérité. Toi, Geoffrey, ce que tu crois, ou toi, Solène, ce que tu peux croire, c'est ce que vous considérez comme vérité. Mais ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre. Et je prends souvent l'exemple, si moi je suis en France et que vous êtes au Canada, et que on me dit est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Ben, moi, je vais dire là, chez moi, là, il commence à faire nuit. Il fait nuit même. Et vous allez me dire, mais non, il fait jour. Oh, chez Donc nous, il pour fait vous, c'est froid. une vérité, il fait jour. Pour moi, ouais, ou il fait froid ou il fait chaud. Tout dépend où on se trouve et quand on s'y trouve, on n'a pas les mêmes vérités. Donc il n'y a pas vraiment de vérité. Ça, c'est clair, il n'y a pas de vérité. Il y a autant de vérités qu'il y a d'individus sur Terre. Et en fait, on a chacun nos croyances. Et en fait, pour moi, la croyance la pire, voilà, c'est de croire qu'on n'est pas capable et de croire qu'on est nul. Et c'est fou Ça, que c'est tu horrible. parles de ça parce que moi je me dis tout le temps genre je suis moche par exemple. Ou alors dans le patinage je me suis toujours dit ah oui je suis la pire patineuse, je suis vraiment nulle, je sais rien faire, mes résultats sont bah quand les résultats sont pas bons je suis comme je suis vraiment nulle là, j'ai pas ma place à être ici. Et en fait pour moi j'y pense même pas que c'est une croyance, pour moi c'est juste la vérité tu vois. Là Voilà, tu dis ça, que c'est la c'est une vérité. croyance, je suis comme oh my god en fait toute ma vie je me suis menti à moi-même. Ou alors tu confirmes ce que tu crois qui est vrai. Hey c'est fou, C'est ça. c'est incroyable. Et ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Tu me dis ça, j'ai envie de te dire, franchement, on prend un rendez-vous bientôt et juste on en discute, ça me ferait vraiment du bien. Parce que je T'inquiète. déteste Alors, les gens qui. T'inquiète, c'est déjà prévu. C'est déjà dans ma tête si tu d'avoir prends un rendez-vous. avec Solène, ça va durer longtemps.
Oh, Vous allez avoir un beau rendez-vous tous les deux. Geoffrey. Et du coup, à l'inverse, celle qui peut sauver une carrière. Qui peut sauver une carrière, c'est de savoir que tout est possible tant que la nature le permet. Euh, et de savoir, d'être conscient que ouais, tout peut arriver, quoi. Il y a pas, il y a nos limites, c'est vraiment, mais parce que moi, j'ai la chance de voir dans mon métier des choses, alors, qui sont parfois horribles, mais je vois tellement de choses extraordinaires. Et bien sûr, tout est possible. Alors, je rajoute quand la nature le permet, c'est-à-dire que, je sais pas, si j'ai 120 ans et que je veux devenir footballeur professionnel, la nature fait que l'on vieillit, donc la nature a fait que je ne pourrais peut-être plus l'être. Mais donc, si la nature le permet, tout est possible. Moi, je vais aller encore plus loin. Qui peut réellement sauver une personne. Je m'explique. Euh, Une personne qui a des pensées noires, qui pense qui veut mettre fin à ses jours. Quelle croyance peut réellement sauver une personne? En fait, de croire que... je sais pas comment le dire simplement. C'est un peu flou dans ma tête, ça, justement, parce que c'est vrai qu'on en parle très rarement, mais... Dis-le quand ça, de croire comme ça. que... Comment ça devient? Eh, je vais être encore un peu gore, du coup, malheureusement, mais c'est important d'en parler, et je pense que s'il y a des gens qui peuvent s'identifier à tout ça, bah, c'est tant mieux, c'est gagné, quoi. Je pense que de croire que disparaître est la solution, ça, c'est horrible. Et donc, il faut penser l'inverse. De croire que la solution, c'est de pouvoir être encore utile. Quand on croit on peut encore atteindre ses rêves ou qu'on peut aller bien quand on va très mal, et ben c'est ça qui permet de sauver. Parce que ça m'est arrivé, alors je me permets d'en parler parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'athlètes et beaucoup de jeunes qui l'ont vécu et personne n'en parle, mais pendant un moment de ma vie, quand j'étais au centre de formation et puis un peu après, quand j'ai changé de club où j'étais encore en internat, la seule solution pour moi, c'était de me suicider. Voilà. C'est horrible à dire, mais pour moi, c'était une solution pour éviter tous mes problèmes. Je voyais pas d'autre issue. Je voyais pas d'autre issue. Et en fait, ce qui pouvait me sauver, ce qui a pu me sauver, c'est de savoir, donc croire que c'était pas ça la solution. Qu'il y avait que en fait tout a une solution. Que un problème est une aubaine, justement. C'est ma phrase préférée que j'ai inventée comme ça parce qu'elle m'a sauvé la vie. Un problème est une aubaine. C'est-à-dire que quand on a un problème dans un domaine, c'est une opportunité dans un autre domaine. Et la preuve, c'est que le problème dans ma jeunesse qui m'a poussé à aller... J'ai pas fait de tentative de suicide, mais j'y ai pensé fortement. Et les problèmes qui m'ont emmené jusque-là, c'est ce qui fait ma réussite d'aujourd'hui. C'est de comprendre les athlètes, c'est de pouvoir gérer des problèmes, parce que j'en ai eu avant. Si j'en avais pas eu, je saurais pas les gérer. C'est de pouvoir avoir des responsabilités, c'est de pouvoir être autonome, etc., etc. Donc tous les problèmes que j'ai eu avant ont été une aubaine finalement pour moi et font qui je suis maintenant. Waouh. Merci. Merci d'en parler parce que on n'en parle pas souvent. Puis je pense que c'est important d'en parler sur les réseaux pour aider surtout les gens qui passent par là et qui pensent que la dernière solution, la dernière solution, c'est de mettre fin à ses jours. Et waouh, merci. On va parler, dernière question, de la colère maîtrisée, transformée en moteur. Comment on fait pour utiliser une émotion forte sans se laisser déborder? Je pense qu'il faut s'intéresser aux raisons. Comme tout à l'heure, par exemple, quand on parlait de la tristesse, quelqu'un qui pleure. Moi, je suis d'avis à quand mes enfants pleurent, je leur dis allez, pleure à fond. Voilà, pleure à fond. Par contre, en contradiction avec ça, quand mon fils sort d'un match de foot en pleurant, dans ma tête, je me dis mais tu vas pas pleurer pour du foot. C'est du foot. Est-ce que maman, elle est morte? Non, tu vois. Je suis gore un peu là. Ouais. Mais, on y est, donc... non, mais je pense qu'il faut dire les choses. Je pense que c'est important de dire les choses. Il faut arrêter de se mentir et d'avoir trop de tabous. Au bout d'un moment,
la vie, elle n'est pas toujours toute belle, toute rose, et il faut dire les choses pour... je pense que quand on voit des gens, on se dit, oh, la chance qu'ils ont, oh, ils ont l'air super heureux et tout, mais on ne voit jamais ce qui se passe à la maison, quoi. Et, et la vie, elle n'est pas toujours toute belle, toute rose pour tout le monde, pour personne, je pense même. Et, et c'est pour ça que j'aime bien être cru maintenant, parce que je pense qu'il faut l'être un petit peu. Et, et donc, quand je vois mon fils sortir du foot d'un match en pleurant, je suis OK pour qu'on vive les émotions. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la raison pour laquelle il pleure. Et je peux ne pas être d'accord avec cette raison-là. Donc, par exemple, s'il pleure parce que il a mal, c'est normal. Voilà, on a trop mal, on pleure. S'il pleure parce que il a perdu ou parce qu'il se trouve nul, là, je suis pas d'accord. Là, je vais te dire, alors, on va en discuter et tu vas te rendre compte que d'un, t'es pas nul et que deux, perdre, c'est pas un problème. Du coup, la raison, elle est pas valable pour pleurer, d'après moi. Et ben, c'est pareil pour la colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que j'estime avoir vécu une injustice. Souvent, en fait, les émotions, c'est un message que le cerveau nous envoie. Et quand je suis en colère, c'est que, on va dire qu'il y a une de mes valeurs qui n'a pas été respectée. Donc, si je considère que je suis capable de faire quelque chose et que finalement je n'arrive pas à le faire, je vais être en colère. Pour certaines personnes, c'est parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi. C'était facile et j'ai pas réussi. Pour d'autres personnes, c'est parce qu'ils considèrent qu'on leur a manqué de respect. Et ça, ils l'acceptent pas. Bref, il y a une valeur qui a été touchée et je suis pas d'accord avec ça. Et donc voici pourquoi je suis en colère. Et après, ben, cette colère, c'est une force. Pourquoi et comment? C'est parce que les émotions, les émotions, c'est l'outil naturel le plus puissant du monde. En fait, c'est en partie grâce aux émotions que l'espèce humaine est encore en vie. Et de plus en plus, j'utilise les émotions dans la fixation d'objectifs. Donc, comme je disais, c'est pas académique du tout, ça ne s'enseigne pas. Il y a que moi qui peux vous l'apprendre si vous voulez, mais quand on a un objectif, c'est donc par exemple, on va noter les émotions, la colère, la peur, la tristesse, etc., la joie, qu'il faut pas oublier évidemment. À quoi va te servir l'émotion de la peur dans ton objectif? La peur, elle va te permettre de fuir les dangers qui peuvent mettre, par exemple, un terme à ta carrière ou quoi que ce soit. La colère, elle va te permettre de combattre les injustices, par exemple. Est-ce que tu accepterais de te laisser faire pour des choses qui sont injustes? Non. Et ben, grâce à la colère, tu pourras les combattre. La joie, à quoi elle va te servir? La joie, elle va m'apporter de l'énergie et le partage. Et fêter les victoires pour ancrer à mon cerveau le fait que réussir une performance et de voir que mon travail paye, c'est trop bien, ça me procure du plaisir, du coup mon cerveau ne pourra plus s'en passer. Et ben voilà, en fait il faut comprendre quel est le rôle de l'émotion et à quoi va te servir cette émotion. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on fixe un objectif, de prendre toutes les émotions, les plus courantes, hein, les principales, et de savoir comment ces émotions, sur ton chemin, eh ben, elles vont être bénéfiques pour toi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais... Parfaitement. Oui, super bien. C'est super bien. Je pense qu'on peut pas être Ouais, aussi plus précis que ça. Enfin, parce qu'on ne pourra pas éviter les émotions. Non. Donc autant se dire que c'est des atouts et elles vont nous servir. ok. Waouh. J'adore. J'adore cet épisode. Merci. On va finir Je vous avec adore. on va finir avec un message au public. Si des jeunes sportifs, des parents ou même des fans nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent enfin, pardon, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent enfin sur la réalité. J'arrive plus à parler, ça va faire 2 heures, j'arrive plus à parler. Je recommence. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent enfin sur la réalité du sportif de haut niveau? Et ben que de souffrir pour y arriver, moi je suis pas forcément d'accord. Il y a différentes sortes de souffrances. Alors bien sûr, il y a de la souffrance physique quand on a des courbatures ou quand on veut se surpasser, il va falloir qu'on passe des paliers et qu'on force un petit peu. Ça, oui. Mais souffrir quand c'est malsain, en fait, tout ce qui est malsain, c'est pas normal, tout simplement. Voilà, je pense que c'est... Je vais rester là-dessus, je vais pas m'éparpiller parce que à partir du moment où c'est malsain,
c'est pas normal. Voilà. Et vous n'avez pas le droit d'accepter, en tant qu'athlète, en tant que parent ou autre, de subir des choses malsaines de qui que ce soit, peu importe la raison. Voilà. Waouh. Waouh. Voilà. Voilà. Bon, Rémi, pour conclure l'épisode, c'est à ton tour. On te laisse le micro. Tu peux nous poser une question à moi, à J'adore ça. Solène ou à nous deux. Je vais commencer par Geoffrey. Tiens, j'ai l'habitude de te poser des questions à toi. Mais alors, j'ai le droit aux questions pièges ou pas? T'as le droit à une question À piège. tout ce que tu veux. Non, non, je vais pas te mettre dans l'embarras non plus. Non, non. Alors, comme question, Geoffrey, j'aimerais que tu me dises quelle est la chose dont tu es le plus fier. Let's go. Ah, je peux rebondir sur ce que t'aimes bien. À court terme ou à long terme? Ah C'est ce que tu es le plus fier dans ce que tu as réalisé dans ta vie. En ce moment, je suis fier de moi. Genre, en ce moment, je suis hyper fier de moi parce que Ça, c'est le wow. Quand on commence, je suis fier de moi. Waouh. je trouve que je suis arrivé à un point où j'ai accepté des situations et des choses que j'aurais jamais dû. Et en même temps, je sais exactement depuis quand je commence à être fier de moi. Tu m'avais fait faire un exercice, je crois que c'était cet été, et tu m'as posé une question qui est hyper simple. Mais j'invite tout le monde à faire cet exercice-là parce que ça m'a pris peut-être 2 semaines à le faire. Mais tu m'as juste dit, qui est Geoffrey? Qui est Geoffrey Brissot? Mhm. Et tu avais précisé, pas le sportif, pas la personne, qui est Geoffrey Brissot. Et je me souviens, au début, j'ai fait, waouh, qui je suis? Je suis moi, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que par tout ce que j'étais passé, par tout ce que j'ai réussi à surmonter, mais aussi mes réussites, bah qu'en fait, j'étais juste un humain et que j'avais des émotions et que je me battais pour ce que je pensais juste. Et je trouve que ça, c'est une grande valeur que je trouve que je veux continuer à avoir. C'est, je fais peut-être pas tout bien, mais au moins je me bats pour ce que je pense juste. Et on pourra jamais me reprocher de pas me battre. Donc ça, c'est vraiment un des trucs où je suis le plus fier. Et après, bah, je suis fier de réussir dans mon sport et d'aller au jeu, ça aussi, mais Wow. voilà. Waouh, 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 voilà. Calme-toi. Trop bien, merci. Bah, du coup, Solène, maintenant, est-ce que je peux te poser 2 questions? Bah, Vas-y. 3 du coup. Ah bah, vas-y. Parce que ça, c'en était une, donc. J'aimerais savoir quel est ton plus gros regret, dans un premier temps. Oh. Ouch. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques. Ok, et en quoi ça peut être un avantage de jamais avoir pu faire les jeux? Euh, Bah en fait, ça aurait fait La réponse, je peux plaisir. trouver que dans très longtemps, mais essaye de répondre maintenant. Tu vois, sur mon miroir où je me prépare le matin, je me maquille et tout ça, je mets ma crème, il y a une photo de moi quand je devais avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça. Vraiment une photo de moi quand j'étais petite. Et quand je la regarde, je vois cette fille joyeuse, insouciante, bon, à 2 ans et demi, enfin, ok, il y a 3 ans, je voulais pas aller aux Jeux Olympiques, je savais même pas ce que c'était, mais je vois cette petite fille qui avait le rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Je vois cette petite fille qui était heureuse de patiner, de faire ça par passion et tout ça. Et quand je la regarde, je regrette de ne pas avoir été. Parce que en fait, c'était ce qu'elle voulait. C'était ce que, moi étant petite, c'est ce que je voulais, aller aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je le sais que c'était... En fait, c'était plus possible pour moi. Parce qu'en fait, je ne pouvais tout simplement plus
être dans ce monde de patinage malsain, ce monde toxique. Pour moi, je ne pouvais plus y vivre. C'était invivable pour moi. C'était plus possible. Donc aujourd'hui, je sais pourquoi je fais pas les Jeux Olympiques et tout ça. Mais je le regrette pour la Solène qui avait 6 ans et que c'était son rêve d'aller jusque-là. Du coup, ça veut dire que mais elle savait pas ce que c'était. Elle connaissait pas le chemin pour y aller, quoi. C'est ça. Ah, Du coup, maintenant- si elle le savait qu'il y avait tout ça Ouais. à faire, peut-être qu'elle aurait pensé à 2 fois ou peut-être qu'elle aurait mis les choses en place pour que ça se passe bien. Ok. Ben, après, très honnêtement, je pense que t'as pas répondu vraiment à la question, mais c'était impossible et tu trouveras que avec le temps, à froid, en faisant autre chose, la réponse va arriver et tu vas trouver quel est l'avantage de ne pas avoir fait les JO. C'est sûr, mais C'est pas forcément, c'est un peu contre-intuitif, mais tu vois, parce que tu sais, j'ai toujours dit à ma mère, non, je regretterais pas de ne pas avoir fait les Jeux Olympiques parce que j'étais tellement mal qu'il fallait que je me sorte là-dedans, puis tu sais, je pouvais plus rester dans ce monde de patinage. Mais quand j'ai vu au fur et à mesure que les gens se qualifiaient pour les Jeux Olympiques et que ça aurait dû être moi, c'est là que j'ai commencé à avoir un goût amer dans ma bouche. Puis aujourd'hui, Geoffrey, il va aux Jeux Olympiques, j'aurais pu y aller avec lui. Tu vois, quand on allait au championnat d'Europe, quand on allait au championnat du monde, on allait tous les deux, on était tout le temps ensemble, on s'entraidait et tout ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, il part sans moi. Alors qu'à la base, on voulait y partir à 2. Et ça, tu sais, ça me donne le goût amer dans ma bouche et qui me fait peut-être regretter de ne pas avoir été jusqu'au Mhm. bout de mon rêve. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais avoir pu continuer différemment. tu sais, avec les discussions qu'on a aujourd'hui, le regret aussi, c'est de ne pas me faire, tu sais, que personne m'ait dit, ok, va te faire aider, va voir cette personne, mets les choses en place, et une team avec toi. Parce que si j'avais eu cette team, si j'avais eu un préparateur mental ou si j'avais eu un coach ou de vie ou n'importe quoi, aujourd'hui, je pense que je serais allée aux Jeux Olympiques. Donc je pense que mon regret n'est pas forcément les Jeux Olympiques, mais plus de ne pas Ah oui. avoir demandé l'aide, Finalement, oui, c'est de me ça que tu faire regrettes aider. le plus, c'est de ne pas t'être entouré correctement. Exact. Je pense que, Ok. voilà, je pense et je suis convaincue que si j'avais eu une personne pour m'aider après l'accident ou même avant, parce que ça devient avant, ça vient quand j'avais 15 ans et que j'étais déjà loin de ma famille et que, en fait, bah, la Ouais. pression psychologique et le coach qui te répète t'es nul, de toute façon, ton partenaire est ben trop mieux pour toi, il est meilleur que toi, sans ton partenaire, t'es rien dans ce monde et tout ça. Si à ce moment-là, j'avais pas eu quelqu'un qui me disait, mais non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis, écoute, si t'es là aujourd'hui, bah, c'est grâce à toi, grâce à la sueur, grâce à tout ce que t'as fait depuis que t'as 3 ans, 6 ans et tout ça. Peut-être que si je m'étais fait aider dès là, ça aurait changé toute la donne. Et tu vois, je regrette de ne pas avoir eu cette éducation d'aller me faire aider dès le début. Ok. Bah, Ok, c'est un beau message pour les générations qui arrivent là, justement. ouais. Je pense que là, j'ai bien répondu à la question. Ouais. Je me suis bien repris. Bien joué. Quelle ressource. C'est tout? C'est toutes les questions que tu avais pour moi? Ouais, j'en ai plein, mais je vais m'arrêter là parce que. Ouais, ce sera dans le prochain rendez-vous. Sinon, Non, mais il y a plein de choses et il y a plein de choses qui me questionnent sur ton parcours, parce que je me dis que là toujours tu patines toujours en loisir en fait. non. Parce qu'en T'as- fait, t'as plus de- je n'arrive plus à aller dans une patinoire. Tu sais quoi, mais est-ce que physiquement tu peux encore patiner? physiquement, oui, Est-ce que c'est- oui, je peux encore pourrais. patiner. Je peux patiner. Tu sais quoi? Bah, tu vois, les La... questions que je me pose, c'est pourquoi tu patines pas? Et ben, en fait, moi, du coup, en tant que préparateur mental, tu vois, des formations professionnelles, fait que ce qui me dérange, du coup, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que tu ne patines plus, que tu n'arrives plus à le faire, et évidemment, c'est triste, quoi. Parce que c'est des sensations en fait, comment dire? Tu fais le deuil, tu dois faire le deuil de certaines sensations, de certaines choses.
et je trouve ça trop dommage. Mais parce que en fait, tu vois, quand je vais sur la glace, je retrouve plus ce plaisir, cette passion, tu sais, de Bah oui. patiner. Je suis sur la glace, je mets un pied sur la glace, je fais 2 tours, puis c'est comme, ok, j'ai envie de rentrer chez moi. Comme Ouais. j'ai vraiment tous les traumas qui se sont passés dans ma vie a vraiment éteint cette flamme pour le patinage. Et aujourd'hui, je me suis désabonnée de tous les patineurs, sauf Geoffrey. Je regarde plus les championnats du monde, à part quand c'est Geoffrey qui patine, je regarde Geoffrey, mais c'est tout. Je regarde au moment où il commence à mettre la musique, et je regarde jusqu'à la fin de son programme. Je regarde même pas les résultats, je regarde même pas le reste. Tu sais, je suis dégoûtée par ce sport. Je n'ai plus l'envie de regarder. Puis les seules compétitions que je regarde de Geoffrey, c'est les championnats d'Europe, les championnats du monde, puis bien sûr les Jeux Olympiques que je vais regarder cette année. Mais à part ça, je ne regarde plus rien parce que je n'arrive pas en fait. Je suis dégoûtée, ça me dégoûte, ça me met en colère. C'est tout ce que tu veux, c'est des sentiments horribles envers ça. Ouais, je comprends. Et j'y arrive plus en fait. Je ne peux plus regarder ce sport Ouais. tout simplement. J'ai vécu ça avec le foot aussi pendant un moment. Où même je me disais, non, mais je peux pas accompagner un footballeur parce que j'avais la rage, la colère contre les footballeurs qui réussissaient. Ouais. Parce que moi j'avais raté ou parce que ça s'était pas passé comme je le voulais. Et j'ai vraiment fait ça pendant un moment et je regardais plus le foot du tout. Ça m'intéressait plus, ça me dégoûtait. Et ouais. Mais je vois totalement ce que tu veux dire. Ok. Donc, il n'est jamais trop tard pour moi de se faire aider. Donc, ma prochaine étape, c'est d'aller prendre rendez-vous avec Rémi. Non, mais bien sûr que. Non, non, mais c'est sûr que je suis sûr et j'aimerais trop qu'un jour tu puisses repatiner et reprendre du plaisir sur la glace parce que t'es ancré à ça et voilà, c'est quand même une grande partie de ta vie et de ton histoire surtout parce que peu importe ce qui s'est passé sur la glace pour toi, que tu le veuilles ou non, ça fait partie de ton histoire. Et donc, Ouais, je te dirais qu'aujourd'hui, j'essaye de repousser la glace le plus possible et je me mets très très loin des Non, patinoires. aller patiner sur un lac gelé, ça va être trop beau. Oui, mais parce que je vais le C'est faire en avec plein toi. air en plus. Mais parce que je vais le faire avec le, toi. Si je le fais et seul, voilà, je le vais faire pas aimer ça. différemment. C'est ça. C'est ça. Continuer différemment. Donc, il faut que je lise ton livre aussi. Ah ouais, ouais, tu peux. Ah oui, je vais le faire. Ok, bon, sur ce, merci Rémi pour ta sincérité, ton recul et ta profondeur. Cet épisode, c'est une invitation à regarder le sport autrement, à voir l'humain avant l'athlète. Et dans le prochain épisode de So et Joe, on continue à explorer un petit peu ces sujets essentiels. Notre prochain invité viendra nous parler de croyances et d'égalité, des thèmes qu'il aborde constamment à travers ses podcasts, ses interviews et ses prises de parole publiques. L'épisode est maintenant disponible sur YouTube, forcément, Spotify et Apple Podcasts. Merci de nous écouter. À très vite dans So et Joe. Bye.